Un millionnaire s'apprête à donner le biberon à son bébé de 6 mois, qui souffre depuis des semaines de terribles coliques et de pleurs incontrôlables. Sa compagne semble être la seule capable de calmer l'enfant. Mais lorsqu'elle se rend aux toilettes, la fille du jardinier est témoin de quelque chose de troublant. La femme verse le contenu d'une fiole suspecte dans le biberon du bébé. Alors que le millionnaire est sur le point de le donner à son fils, la fillette court désespérément vers lui en criant « Monsieur ». Elle a mis ça dans le biberon du bébé et lui montre l'étrange fiole. Quand il lit l'étiquette et découvre ce qu'elle contient réellement, il est en état de choc complet. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi baignait les jardins immaculés du domaine. Edward Stanford tenait le biberon avec des mains légèrement tremblantes. À 42 ans, l'homme qui dirigeait un empire commercial d'une main de fer se sentait complètement dépassé face aux pleurs incessants de son fils de 6 mois. Les cernes sous ses yeux trahissaient des semaines de nuit blanche, et son désespoir grandissait de jour en jour. Michael pleurait depuis 4 heures d'affilée, un son strident et perçant qui brisait le cœur d'Edward. Les terribles crises de coliques s'aggravaient, et rien ne semblait fonctionner. Seule Christina, sa compagne, parvenait à calmer le bébé avec une patience qu'il admirait profondément. C'était comme si elle possédait un don spécial, un contact magique qui transformait le désespoir en paix. « Où diable est Christina ?» murmura-t-il pour lui-même, en regardant le visage rouge et tordu de son fils. Elle était allée aux toilettes quelques minutes auparavant, le laissant seul avec le bébé et le biberon qui représentait son seul espoir d'apporter un peu de soulagement à l'enfant. Edward berçait doucement Michael, lui chuchotant des mots de réconfort qui semblaient résonner dans le vide. Sa fortune de plusieurs millions de dollars ne signifiait rien à cet instant. Tout son succès en affaires, toutes ses réussites devenaient insignifiants face à son impuissance à aider son propre fils. Le biberon était chaud, préparé avec le soin particulier de Christina. Elle insistait toujours pour tout faire elle-même, affirmant qu'elle avait de l'expérience avec les bébés et qu'elle savait exactement ce dont Michael avait besoin. Edward lui faisait entièrement confiance. Après des mois passés ensemble, Christina était devenue non seulement sa partenaire, mais aussi son ancre émotionnelle pendant la difficile transition vers la paternité. C'est alors que sa vie a changé pour toujours. « Monsieur Stanford. Monsieur Stanford. » La voix désespérée de Sophia, la fille de 8 ans du jardinier, résonna dans le couloir. Ses pieds nus claquaient contre le sol en marbre alors qu'elle courait vers le salon, les yeux écarquillés de panique. Edward se retourna, tenant toujours le biberon dans une main et Michael dans l'autre. La fillette fit irruption dans la pièce, essoufflée et pâle de terreur. Ses petites mains tremblaient en tenant quelque chose qui fit s'effondrer le monde d'Edward. « Elle a mis ça dans le biberon du bébé », s'écria Sophia en lui tendant une fiole vide. « Je l'ai vu faire. » Le sang d'Edward se glaça. La fiole était petite, en verre sombre, et sur l'étiquette se trouvait un symbole qui lui retourna l'estomac, une tête de mort et des tibias croisés. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit laisser tomber le biberon, son cœur battant à tout rompre. Il peina à lire l'étiquette. Les mots semblaient danser devant ses yeux. Stimulant chimique. Danger. Tenir hors de portée des enfants. Son monde se mit à tourner. Cette substance avait été donnée à son fils pendant des semaines. « Sophia, où as-tu trouvé ça ?» La voix d'Edward n'était qu'un murmure rauque, à peine audible. « Elle le garde toujours dans son sac à main, monsieur Stanford. Je l'ai vu mettre des gouttes dans le biberon quand vous ne regardiez pas. Elle fait ça depuis longtemps. » La fillette parlait vite, les mots se bousculant dans son urgence à être comprise. Edward regarda le biberon dans ses mains, puis le bébé dans ses bras. Michael pleurait toujours, mais maintenant, ses pleurs avaient une signification entièrement différente. Ce n'étaient pas des coliques naturelles. Son fils était en train d'être empoisonné. Les jambes d'Edward cédèrent. Il s'appuya contre un fauteuil, sentant la réalité se briser autour de lui. La femme qu'il aimait, la femme en qui il avait une confiance aveugle, la femme qu'il considérait comme un ange envoyé pour s'occuper de son fils, provoquait délibérément la souffrance de l'enfant. « Monsieur Stanford, s'il vous plaît, ne la laissez pas continuer à faire du mal au bébé », supplia Sophia, des larmes coulant sur son visage. « J'ai peur d'elle, mais je ne pouvais pas la laisser faire du mal à Michael. » Edward serra la fillette dans ses bras d'une main, tenant toujours son fils de l'autre, son esprit tournant à toute vitesse, essayant de digérer l'énormité de la trahison. Combien de fois avait-il remercié Christina de parvenir à calmer Michael? Combien de fois s'était-il senti un père inadéquat, pensant qu'elle seule possédait le don de s'occuper de son fils? Le bruit des pas de Christina résonna dans le couloir. Alors qu'elle approchait du salon,
Édouard sentit une vague de nausée et de fureur monter en lui. Comment pouvait-il confronter la femme qu'il aimait avec une accusation aussi terrible? Comment pouvait-il accepter qu'il avait mis son propre fils en danger en faisant aveuglément confiance à quelqu'un? Sophia agrippa le bras d'Édouard, murmurant avec urgence, « Elle ne doit pas savoir que je vous l'ai dit, monsieur Stanford. Elle sera très en colère contre moi. » Édouard regarda dans les yeux de la courageuse petite fille qui venait de sauver la vie de son fils. À cet instant, il comprit que sa plus grande leçon en tant que père ne faisait que commencer. Parfois, ce sont les plus petites voix qui portent les avertissements les plus importants. Les pas de Christina se rapprochaient, et Édouard savait que sa vie ne serait plus jamais la même. « Édouard, chéri, que se passe-t-il » La voix mélodieuse de Christina emplit la pièce alors qu'elle entrait, s'essuyant les mains sur une petite serviette. Ses yeux perçurent immédiatement l'atmosphère tendue, le visage pâle d'Édouard et la présence inhabituelle de Sophia. Le cœur d'Édouard battait la chamade. Un instant, il se contenta de fixer la femme qu'il aimait, essayant de concilier son image avec la révélation dévastatrice qu'il venait de recevoir. Christina était magnifique avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés et ce sourire chaleureux qui l'avait séduit des mois auparavant. Comment était-il possible que cette même personne cause tant de souffrance à son fils? « Christina, nous devons parler. » La voix d'Édouard resta stable, bien que ses mains tremblent légèrement en tenant Michael, qui continuait de pleurer. Sophia recula d'un pas, se cachant partiellement derrière le fauteuil. Ses yeux étaient fixés sur Christina, et Édouard vit la peur authentique sur le visage de la petite fille. « Bien sûr, mon chéri. Mais d'abord, laisse-moi m'occuper de Michael. » Christina tendit la main vers le bébé avec ce geste familier et affectueux. « Tu as l'air épuisé. Je sais à quel point c'est difficile de le voir comme ça. » Édouard hésita. Une partie de lui voulait encore croire que tout cela n'était qu'un malentendu, que Christina aurait une explication qui arrangerait tout. Mais l'autre partie, celle qui apprenait à être père, lui hurlait de ne pas confier son fils. « En fait, j'aimerais te parler d'abord. » Édouard serra Michael contre lui, observant attentivement la réaction de Christina. « Sophia a trouvé quelque chose dans le jardin qui m'inquiète. » Le sourire de Christina vacilla une fraction de seconde, si rapidement qu'Édouard faillit le manquer. Elle regarda Sophia avec une expression qui se voulait cordiale, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. « Oh, notre petite Sophia !» Christina s'accroupit au niveau de la fillette, parlant avec le ton doux qu'elle utilisait avec les enfants. « Que as-tu trouvé, ma puce ?» Sophia se recroquevilla, s'agrippant au fauteuil. Édouard remarqua comment la fillette évitait le regard de Christina, comme en présence de quelque chose qui l'effrayait profondément. « Elle a trouvé ça. » Édouard brandit la fiole vide, surveillant attentivement chaque micro-expression sur le visage de Christina. « Une bouteille avec un symbole de danger dessus. Sophia a dit que tu en avais mis le contenu dans le biberon de Michael. » Christina se releva lentement et Édouard vit quelque chose fuser dans ses yeux avant qu'elle ne compose ses traits en un air de choc et d'inquiétude. « Mon Dieu, es-tu sérieux ?» Elle posa la main sur sa poitrine, comme si elle était consternée. « C'est une accusation terrible. Où une enfant de 8 ans trouverait-elle une chose pareille? » « Elle a dit qu'elle t'avait vu l'utiliser, » dit Édouard, sa voix ferme, bien que son cœur se brise. Christina regarda Sophia avec une expression qui se voulait douce, mais Édouard perçut une lueur d'irritation. « Sophia, ma puce, es-tu sûre de ce que tu as vu? Parfois, notre imagination nous joue des tours, n'est-ce pas ?» Christina parlait lentement, comme si elle expliquait quelque chose de simple à un enfant. « Peut-être m'as-tu vu donner à Michael ses vitamines ou un médicament que son papa m'a demandé de lui donner. » Sophia secoua vigoureusement la tête. « Non, je t'ai vu mettre le liquide de cette bouteille dans son lait. Tu regardes toujours autour de toi avant de le faire. » Un frisson parcourut l'échine d'Édouard. La description de la fillette était trop spécifique, trop détaillée pour être le fruit de l'imagination. « Édouard, crois-tu vraiment que je serais capable de faire du mal à Michael ?» Christina s'approcha de lui, les yeux remplis de larmes. « J'aime ce bébé comme s'il était mon propre fils. J'ai consacré ma vie à prendre soin de lui. » La performance de Christina était parfaite, sa voix empreinte d'émotion et d'indignation. La résolution d'Édouard vacilla. Après tout, c'était la femme qui passait des nuits blanches à s'occuper de Michael, qui connaissait chaque détail des besoins du bébé, qui était devenu indispensable dans leur vie. « Je ne sais pas quoi penser, Christina. » Édouard passa une main libre dans ses cheveux, se sentant déchiré entre l'accusation de la fillette et l'amour qu'il éprouvait pour sa compagne. Mais cette fiole est réelle, et Sophia semble terrifiée.
Bien sûr qu'elle a peur. Tu l'interroges sur quelque chose qu'elle ne comprend manifestement pas. Le ton de Christina se fit légèrement plus ferme. Édouard, réfléchis grec. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Qu'est-ce que je gagnerais à faire souffrir Michael? C'était une question logique, et pendant un instant, Édouard n'eut pas de réponse. Christina avait raison. Quel mobile aurait-elle pu avoir pour nuire au bébé? Peut-être, poursuivit Christina, sa voix s'adoucissant de nouveau, peut-être que Sophia a trouvé quelque chose de vieux dans le jardin. Tu sais comment sont les enfants. Ils inventent des histoires pour attirer l'attention. Édouard regarda Sophia, qui l'observait avec de grands yeux effrayés. La fillette n'avait pas l'air d'inventer quoi que ce soit. Il y avait une sincérité désespérée dans son regard qui fit mal au cœur d'Édouard. « Monsieur Stanford, je ne mens pas », murmura Sophia, sa voix à peine audible. « Je l'ai vue faire. J'ai peur d'elle. » Les mots de la fillette frappèrent Édouard comme un coup de poing. Peur. Sophia avait peur de Christina. Cela expliquait pourquoi elle agissait toujours différemment lorsque Christina était là. « Édouard, tu dois réfléchir à ce que tu fais, » dit Christina en posant une main sur son bras, sa voix remplie d'inquiétude. « Tu laisses une enfant semer le doute dans notre relation. Ce n'est sain pour aucun de nous. » Édouard ferma les yeux un instant, sentant le poids de la situation. Une partie de lui voulait croire Christina, voulait que tout redevienne normal. Mais l'autre partie, le père qu'il devenait, ne pouvait ignorer la peur dans les yeux de Sophia. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit finalement Édouard, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Christina hocha la tête, mais Édouard vit une lueur dans ses yeux qu'il ne put identifier. Satisfaction, soulagement, ou quelque chose de plus sinistre. « Bien sûr, mon chéri, mais s'il te plaît, ne laisse pas cela détruire ce que nous avons construit ensemble. » Christina l'embrassa doucement sur le front. « Je serai là quand tu auras besoin de moi. » Alors que Christina quittait la pièce, Édouard se retrouva seul avec Sophia et Michael. La fillette s'approcha de lui, murmurant avec urgence, « Monsieur Stanford, elle ment. Je sais qu'elle ment. » Édouard regarda la fiole dans sa main, puis son fils dans ses bras. La graine du doute avait été plantée, et il savait qu'il n'y aurait pas de paix tant qu'il n'aurait pas trouvé la vérité. Aux petites heures du matin, Édouard se retrouva éveillé dans son bureau, regardant Michael dormir enfin dans ses bras. Pour la première fois depuis des semaines, le bébé n'avait pas eu le biberon préparé par Christina. Édouard avait insisté pour le faire lui-même, en utilisant uniquement du lait maternisé et de l'eau filtrée. Le résultat était stupéfiant. Michael avait dormi 3 heures d'affilée sans les spasmes et les crises de larmes qui étaient devenues leur routine. La coïncidence était trop troublante pour être ignorée. Édouard fixa la fiole vide sur son bureau, éclairé par la douce lumière de la lampe. Toute la nuit, il avait fait des recherches sur le stimulant chimique indiqué sur l'étiquette. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. La substance était utilisée dans les laboratoires pour induire le stress et l'agitation chez les animaux de test. À petites doses régulières, elle provoquerait exactement les symptômes que Michael présentait: coliques intenses, irritabilité extrême et pleurs incontrôlables. Le bruit léger des pas de Christina résonna dans le couloir. Édouard cacha rapidement la fiole dans un tiroir et fit semblant de dormir dans le fauteuil. Elle apparut à l'embrasure de la porte dans une robe de chambre en soie bleue, un air de préoccupation maternelle sur le visage. « Chérie, tu devrais être au lit. » Christina s'approcha silencieusement, regardant Michael. « Laisse-moi l'emmener dans son berceau. » « Pas besoin, » marmonna Édouard, gardant les yeux mi-clos. « Il dort très bien ici. »« Tu vas te tuer le dos, » insista Christina en tendant la main vers lui. « Je peux lui préparer un biberon chaud. Ça l'aidera à mieux dormir. » Un frisson parcourut l'échine d'Édouard. Même au milieu de la nuit, Christina proposait de préparer le biberon. Combien de fois l'avait-elle fait? Combien de fois l'avait-il remercié, pensant qu'elle était un ange envoyé pour s'occuper de son fils? Merci, mais il a l'air content. Édouard ouvrit légèrement les yeux, observant sa réaction. En fait, c'est la première fois qu'il dort si paisiblement depuis des semaines. Christina hésita un instant et Édouard surprit une étrange expression sur son visage. Inquiétude? Agacement? Elle se ressaisit rapidement, souriant tendrement. C'est merveilleux, mon chéri. Peut-être que ses coliques s'améliorent enfin. Christina lui embrassa le front. Je vais te préparer un thé. Tu as l'air tendu. Quand Christina partit, Édouard se leva prudemment et se dirigea vers la fenêtre. Le jardin était plongé dans l'obscurité, mais il pouvait voir la petite maison où vivait Maria, la jardinière, avec sa fille Sophia.
Une faible lumière était encore allumée à la fenêtre, suggérant que quelqu'un d'autre était également éveillé. La conversation de l'après-midi lui revenait sans cesse à l'esprit. La façon dont Sofia avait reculé devant Christina, la peur authentique dans ses yeux, la spécificité de ses accusations. Édouard avait toujours considéré Sofia comme une fille imaginative, mais jamais comme une menteuse. Elle avait toujours été directe et honnête, parfois trop pour son âge. Michael remua dans ses bras, laissant échapper un petit soupir contenté. Édouard regarda le visage serein de son fils, si différent de l'expression douloureuse qui était devenue la norme. Était-il possible que l'absence de la substance fasse déjà une différence? Voici ton thé, chérie. Christina revint avec une tasse fumante, un parfum de camomille s'en dégageant. Ça t'aidera à te détendre. Édouard accepta le thé, mais ne le but pas. Sa méfiance s'étendait maintenant à tout ce que Christina lui offrait. Était-ce de la paranoïa ou de l'instinct paternel? Christina, puis-je te poser une question? Édouard l'observa attentivement pendant qu'il parlait. Bien sûr, mon chéri. N'importe quoi. As-tu de l'expérience avec les bébés avant Michael? Je veux dire? Christina sourit, mais Édouard remarqua une tension presque imperceptible dans ses épaules. Je t'ai dit que j'avais fait du babysitting quand j'étais plus jeune. Pourquoi demandes-tu ça? C'est juste que tu sais toujours exactement quoi faire quand Michael est difficile. C'est comme si tu avais un don spécial. Je suppose que c'est juste l'instinct maternel, dit Christina en s'asseyant sur le bras du fauteuil et en passant une main dans les cheveux d'Édouard. Certaines femmes sont simplement nées avec. Édouard hocha la tête, mais quelque chose dans sa réponse le dérangeait. Elle évitait toujours de donner des détails sur son passé, changeant de sujet ou offrant des réponses vagues. Il n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention auparavant, mais maintenant chaque mot semblait chargé de sens. « Où as-tu appris à t'occuper des bébés ?» insista doucement Édouard. « Édouard, pourquoi toutes ces questions ?» Christina rit. Mais cela sonnait faux. J'ai l'impression d'être interrogé. Désolé, c'est juste qu'après la conversation avec Sofia, j'essaie de donner un sens aux choses. La mention du nom de Sofia changea complètement l'atmosphère. Édouard vit les muscles de Christina se tendre, bien qu'elle gardât le sourire. « Cette fille cause des problèmes inutiles », dit Christina lentement, choisissant ses mots avec soin. Les enfants de cet âge inventent parfois des histoires pour attirer l'attention. C'est assez courant. Penses-tu que Sofia ment? Pas nécessairement mentir, mais peut-être confondre les choses. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'a pas compris et a créé une histoire autour dans son esprit. Édouard observa le visage de Christina pendant qu'elle parlait. Il y avait quelque chose de calculé dans ses paroles, comme si elle construisait soigneusement un récit. La femme spontanée et chaleureuse qu'il avait connue semblait réciter un script. « Christina, as-tu peur de quelque chose ?» demanda Édouard de manière inattendue, observant sa réaction. « Peur? De quoi aurais-je peur ?» Christina rit de nouveau. Mais Édouard remarqua qu'elle évitait son regard. « Je ne sais pas. Tu as l'air sur les nerfs depuis hier. » Bien sûr que je suis sur les nerfs. Mon petit ami m'accuse d'empoisonner son fils sur la base de ce qu'une fillette de 8 ans a dit. Christina se leva brusquement, sa voix s'élevant légèrement. Édouard fut surpris par la réaction. C'était la première fois qu'il voyait Christina perdre son sang-froid, et cela le rendit encore plus méfiant. « Je ne t'accuse de rien, » dit Édouard calmement. « J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. » Ce qui s'est passé, c'est qu'une enfant a trouvé quelque chose dans le jardin et a décidé d'inventer une histoire dramatique. Et tu choisis de la croire au lieu de faire confiance à la femme que tu aimes. Les mots de Christina étaient logiques, mais son ton agressif était à des lieues de ce à quoi Édouard était habitué. Il commença à se demander combien de facettes de Christina il lui restait à découvrir. « Peut-être que tu as raison », concéda Édouard, mais ces mots sonnaient creux même pour lui. Christina se calma immédiatement, comme si elle réalisait que son masque avait glissé un instant. « Je suis désolé, mon chéri. Je suis juste contrarié par toute cette situation. » Elle s'approcha de nouveau, sa voix retrouvant son ton mélodieux habituel. « Et tu sais, je ferai n'importe quoi pour protéger Michael. » Édouard hocha la tête, mais une terrible question commença à se former dans son esprit. Et si Christina disait la vérité sur le fait de vouloir protéger Michael, mais mentait sur l'origine du danger? Alors qu'elle quittait le bureau, Édouard regarda le thé intact dans ses mains, puis son fils dormant paisiblement dans ses bras. Pour la première fois depuis des mois, il se demanda s'il connaissait vraiment la femme qu'il aimait. Le nouveau jour apporta une décision qu'Édouard ne pouvait plus reporter.
Il devait parler à Maria, la jardinière, pour mieux comprendre ce dont Sofia avait été témoin. Maria travaillait au domaine depuis plus d'une décennie, bien avant que Christina n'entre dans leur vie. Si quelqu'un pouvait lui donner une perspective honnête, c'était bien elle. Édouard trouva Maria en train de s'occuper des rosiers dans le jardin de devant, ses mouvements précis démontrant des décennies d'expérience. À 55 ans, elle possédait une sagesse tranquille qui l'avait toujours mis à l'aise. Sa présence constante sur la propriété faisait d'elle presque un membre de la famille. « Bonjour, Maria. » Édouard s'approcha, tenant Michael dans ses bras. Le bébé était calme, observant curieusement les papillons qui dansaient parmi les fleurs. « Bonjour, monsieur Stanford, » dit Maria en se redressant et en retirant ses gants de jardinage. « Comment va notre petit homme aujourd'hui ? » « Mieux, en fait. Il a dormi toute la nuit. » Édouard hésita, cherchant les mots justes. « Maria, je dois vous parler de ce qui s'est passé hier avec Sofia. » Le visage de Maria s'assombrit légèrement. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls avant de répondre. « Monsieur Stanford, Sofia a très peur depuis hier. Elle a à peine dormi. »« Peur de quoi, Maria ?» Maria soupira profondément, comme si elle portait un lourd fardeau depuis longtemps. « Monsieur, puis-je être franche avec vous, s'il vous plaît ? J'ai besoin de la vérité. Sofia me raconte des choses depuis des semaines, des choses sur mademoiselle Christina qui m'ont inquiété. » Maria parlait à voix basse, ses yeux vérifiant constamment qu'il n'était pas entendu. Le cœur d'Édouard s'accéléra. Quel genre de choses ? La fillette a toujours été observatrice. Vous savez, elle joue dans le jardin et voit beaucoup de choses. Sofia m'a dit plusieurs fois que mademoiselle Christina agissait étrangement quand vous n'êtes pas là. Étrangement comment ? Maria hésita, clairement mal à l'aise avec la conversation, mais déterminée à protéger l'enfant qu'elle avait élevé. Sofia a dit que mademoiselle Christina vérifie toujours si elle est seule avant de préparer les biberons. Elle regarde partout, comme si elle faisait quelque chose de mal. Édouard déglutit difficilement. La description était identique à ce que Sofia lui avait dit la veille. Y a-t-il autre chose, Maria ? Monsieur Stanford, je ne voulais pas me mêler. Mais Maria baissa les yeux sur Michael avec affection. Sofia m'a dit qu'elle avait vu mademoiselle Christina avec d'autres petites fioles. Elle les cache toujours rapidement si quelqu'un s'approche. D'autres fioles ? Oui, monsieur. Sofia a dit qu'elle a un petit sac à main séparé où elle garde ses choses. Un sac qu'elle ne pose jamais. Édouard se souvint que Christina portait effectivement toujours une petite pochette en cuir, qui, selon elle, contenait des affaires personnelles féminines. Il n'avait jamais remis en question son contenu. Maria, est-ce que Sofia a dit que vous ne la croyez pas ? Maria fut surprise par la question. Au contraire, monsieur Stanford, je crois Sofia complètement. Cette fille ne m'a jamais menti de toute sa vie. C'est pourquoi j'ai été si inquiète. Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt ? Maria baissa les yeux, clairement embarrassée. Monsieur, comment une simple jardinière pourrait-elle accuser la petite amie du patron d'une chose aussi terrible ? Qui m'aurait cru ? Édouard ressentit une pointe de culpabilité. Maria avait raison. Sa position sociale la mettait dans une situation impossible. Même si elle voulait protéger Michael, elle n'avait aucun pouvoir pour affronter Christina directement. Croyez-vous que Christina nuit délibérément à Michael ? Monsieur Stanford, j'ai vu ce bébé grandir depuis sa naissance. Les premiers mois, c'était un enfant heureux et calme. Le problème a commencé il y a environ 2 mois, peu de temps après l'emménagement de mademoiselle Christina. La chronologie correspondait parfaitement. Édouard se souvint que Christina avait emménagé dans le manoir exactement au moment où Michael avait commencé à avoir des problèmes de santé. Maria, où est Sofia maintenant ? Elle est à la maison, monsieur. Elle n'a pas voulu venir travailler avec moi aujourd'hui. Elle a peur de croiser mademoiselle Christina. Édouard regarda vers la petite maison où Maria vivait avec sa fille. C'était une maison simple mais remplie d'amour et d'honnêteté, un contraste frappant avec le tumulte émotionnel de sa propre maison. Puis-je lui parler ? Bien sûr, monsieur Stanford, mais s'il vous plaît, soyez doux. La fillette est très secouée. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la petite maison. Sofia était assise sur le porche, jouant nerveusement avec une poupée. Quand elle vit Édouard approcher, ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Stanford, vous me croyez ?» La question de la fillette sortit comme un murmure désespéré. Édouard s'accroupit à son niveau, tenant toujours Michael. « Sofia, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu as vu, chaque détail. »
Je l'ai vu plein de fois, monsieur Stanford. Toujours quand vous partez travailler, elle sort ses petites bouteilles de son sac et met des gouttes dans le lait. Ensuite, elle secoue très bien pour mélanger. Combien de fois as-tu vu cela se produire? Sophia fronça les sourcils, se concentrant. Plein de fois. Presque tous les jours quand vous n'êtes pas à la maison. Édouard se sentit nauséeux. Si Sophia disait la vérité, Michael avait été systématiquement empoisonné pendant des mois. Sophia, as-tu déjà essayé de le dire à quelqu'un d'autre avant? Je l'ai dit à maman, mais elle a dit qu'il valait mieux ne pas se mêler des affaires des grands. Sophia regarda Maria avec une expression de compréhension au-delà de son âge. Maman avait peur de perdre son travail. Maria posa sa main sur l'épaule de sa fille, les yeux pleins de larmes. Pardonnez-moi, monsieur Stanford. J'aurais dû être plus courageuse. Maria, vous n'avez rien à vous excuser. Je comprends votre position. Édouard se tourna de nouveau vers Sophia. Sophia, es-tu absolument sûre de ce que tu as vu? Oui, monsieur Stanford. Et il y a autre chose. Sophia hésita, comme si elle révélait un grand secret. J'ai pris une des bouteilles qu'elle a jetées à la poubelle. Elle est cachée dans ma chambre. Édouard et Maria échangèrent des regards choqués. Peux-tu me la montrer? Sophia hocha la tête et courut à l'intérieur de la maison. Elle revint rapidement avec une petite fiole identique à celle qu'il avait trouvée la veille. Celle-ci contenait encore quelques gouttes d'un liquide clair. Monsieur Stanford, je sais que je ne devrais pas fouiller dans les poubelles, mais quelque chose m'a dit qu'il était important de la garder. Édouard tenait la fiole avec des mains tremblantes. C'était la preuve matérielle dont il avait besoin. Il n'y avait plus de place pour le doute quant à la véracité des accusations de Sophia. Sophia, tu es une fille très courageuse. Édouard serra l'enfant dans son bras libre. Tu as peut-être sauvé la vie de Michael. Alors vous me croyez? Je te crois complètement. Édouard regarda Maria puis Sophia. Et maintenant, je vais vous protéger toutes les deux, comme vous avez protégé mon fils. En retournant au manoir, Édouard savait que sa vie avait changé pour toujours. Ce n'était plus une question de doute ou de suspicion. C'était une terrible vérité qu'il devait affronter, même si cela signifiait détruire l'amour qu'il pensait avoir pour Christina. La guerre pour l'avenir de son fils ne faisait que commencer. Édouard retourna au manoir avec la deuxième fiole cachée dans sa poche et une résolution de fer grandissant dans sa poitrine. Il avait besoin de plus de preuves avant de confronter à nouveau Christina, mais il ne pouvait pas non plus lui permettre de continuer à empoisonner Michael. La situation exigeait de la stratégie et une extrême prudence. Il trouva Christina dans la cuisine en train de préparer ce qui semblait être un biberon matinal pour Michael. Elle fredonnait doucement comme elle le faisait toujours, mais maintenant la mélodie semblait sinistre aux oreilles d'Édouard. « Bonjour, chérie. » Christina se tourna avec un sourire radieux. « Comment s'est passée ta promenade matinale avec Michael ?» « Éclairante, » répondit Édouard en observant chacun de ses mouvements. Michael semble aller mieux. « C'est merveilleux. Peut-être que ses coliques s'estompent enfin. » Christina termina de préparer le biberon, testant la température sur son poignet. « Voici son petit déjeuner. » Édouard fixa le biberon comme s'il s'agissait d'une arme chargée. « En fait, j'aimerais essayer quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai entendu dire que parfois, changer de marque de lait peut aider avec les problèmes digestifs. » L'expression de Christina vacilla de manière presque imperceptible. Mais Édouard, Michael est déjà habitué à ce lait. Un changement soudain pourrait aggraver ses symptômes. C'est juste pour un jour. Un essai. Édouard garda un ton désinvolte, mais intérieurement, il était en alerte maximale pour chaque réaction de Christina. « Chérie, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. J'ai de l'expérience avec les bébés, souviens-toi, » insista Christina en tenant fermement le biberon. « Fais-moi confiance. » Les mots « fais-moi confiance » résonnèrent dans l'esprit d'Édouard avec un tout nouveau poids. Pendant des mois, il lui avait fait confiance aveuglément. Maintenant, chaque appel à la confiance sonnait comme une manipulation. « Christina, puis-je te poser une question personnelle? »« Bien sûr, chérie. » Elle s'approcha, mais Édouard remarqua qu'elle serrait toujours le biberon préparé. « Où exactement as-tu appris à t'occuper des bébés? Tu ne m'as jamais donné de détails spécifiques. » Christina hésita, et Édouard vit quelque chose fuser dans ses yeux. Du calcul. Elle décidait quelle histoire raconter. « J'ai travaillé comme nounou pendant mes études. Je me suis occupé de plusieurs jeunes enfants. » La réponse vint trop vite, trop répétée. « Quelle université, Édouard? »
Pourquoi tant de questions sur mon passé? Ça ne devrait pas nous importer. Juste curieux. Après tout, nous allons bientôt nous marier, n'est-ce pas? La mention du mariage changea complètement l'expression de Christina. Ses yeux s'illuminèrent d'une intensité qu'Edouard n'avait jamais remarquée auparavant. Bien sûr que nous allons nous marier. J'ai hâte de faire officiellement partie de cette famille. Christina s'approcha, plaçant sa main libre sur sa poitrine. Edouard, tu sais que je t'aime, toi et Michael, plus que tout au monde, n'est-ce pas? Je sais, mentit Edouard, observant comment elle avait habilement esquivé la question sur ses études. Alors fais-moi confiance pour le biberon. Je sais ce qui est le mieux pour Michael. Edouard réalisa qu'il était témoin d'un schéma. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur quelque chose de spécifique, Christina redirigeait la conversation vers ses sentiments ou vers des questions émotionnelles. C'était une technique de manipulation subtile mais efficace. D'accord. Mais d'abord, laisse-moi donner une vitamine à Michael. Le pédiatre l'a recommandé. Edouard improvisa, essayant de gagner du temps. Quelle vitamine? Tu ne m'en as pas parlé. C'est quelque chose de nouveau qu'il a suggéré hier. C'est dans mon bureau. Edouard se dirigea vers le bureau en portant Michael, et Christina le suivit. Il pouvait sentir la tension qui émanait d'elle, bien qu'elle maintienne une façade de tranquillité. Dans le bureau, Edouard fit semblant de chercher une vitamine inexistante tout en observant Christina du coin de l'œil. Elle était agitée, ses yeux revenant constamment au biberon dans ses mains. « Edouard, pourquoi ne me laisses-tu pas tenir Michael pendant que tu cherches ?» Il commence à s'agiter. Michael commençait en effet à s'agiter, mais Edouard remarqua que le bébé ne regardait pas Christina comme avant. C'était comme si, instinctivement, l'enfant développait aussi une aversion pour sa présence. Trouvé. Edouard brandit une fiole de vitamines pour nourrissons qu'il avait achetée des semaines auparavant, mais jamais utilisée. Et je dois juste mélanger quelques gouttes dans le biberon. Non. L'exclamation de Christina fut plus vive qu'elle ne l'avait prévu. Je veux dire, il n'est pas recommandé de mélanger les vitamines directement dans le lait. Ça peut en changer le goût, et Michael pourrait le rejeter. Edouard s'arrêta, la fixant. La réaction avait été beaucoup trop intense pour une simple suggestion. Tu as raison. Je lui donnerai les vitamines séparément. Edouard ouvrit le compte-gouttes de vitamines et plaça quelques gouttes directement dans la bouche de Michael, qu'il accepta sans problème. Maintenant, il peut avoir son biberon. Christina tendit le biberon à Edouard, mais il hésita. En fait, je vais en faire un nouveau. Celui-ci a refroidi pendant que nous parlions. Arrête ça. Christina perdit finalement patience. Tu es paranoïaque et obsessionnel. Michael doit manger maintenant. Le masque était de nouveau tombé. Edouard vit une colère authentique dans les yeux de Christina. Quelque chose qu'elle montrait rarement. Paranoïaque à propos de quoi, Christina? À propos de tout. De moi. Du biberon. De Sophia. Christina s'arrêta brusquement, réalisant qu'elle avait mentionné Sophia sans qu'Edouard n'aborde le sujet. Pourquoi as-tu mentionné Sophia? Christina se ressaisit rapidement. Mais le mal était fait. Parce qu'il est évident que les paroles de cette fille t'atteignent, Edouard. Tu dois arrêter de laisser une enfant semer des doutes dans notre relation. Et si Sophia disait la vérité? Ce n'est pas le cas, répondit Christina trop vite, avec trop de certitude. Edouard, cet enfant cause des problèmes à notre famille. Peut-être est-il temps d'envisager de laisser partir Maria et de trouver un autre jardinier. Une peur glaciale envahit Edouard. Christina essayait de se débarrasser des seuls témoins de ses actes. Renvoyer Maria? Pourquoi? Elle n'élève clairement pas sa fille correctement. Sophia invente des histoires malveillantes et Maria ne fait rien pour la corriger. Ou peut-être que Sophia est une enfant courageuse qui essaie de protéger mon fils. Les mots sortirent avant qu'Edouard ne puisse les arrêter. Christina se figea un instant, digérant l'implication de ce qu'il avait dit. « Edouard, crois-tu vraiment que je ferai du mal à Michael ?» Sa voix était remplie d'une tristesse qui semblait authentique, mais Edouard remettait maintenant en question chaque émotion qu'elle affichait. « Je ne sais plus quoi croire, Christina. »« Alors laisse-moi te le prouver. » Christina leva le biberon. « Je vais en boire une gorgée juste devant toi. Ça te montrera qu'il n'y a rien de mal avec. » Edouard regarda, fasciné et horrifié, Christina porter le biberon à ses lèvres. C'était le bluff parfait. Elle savait qu'il ne la laisserait pas boire quelque chose de potentiellement toxique, même en la soupçonnant. Non. Edouard lui prit doucement le poignet. Tu n'as pas à faire ça. Christina sourit,
Et Edouard vit le triomphe dans ses yeux. Elle avait gagné cette manche de leur jeu psychologique. Alors, tu me fais confiance. Edouard regarda la femme qu'il aimait, ou pensait aimer, et réalisa qu'il regardait une étrangère. Combien d'autres facettes de Christina lui restait-il à voir? Combien d'autres mensonges avait-elle racontés? Je veux te faire confiance, répondit honnêtement Edouard. Alors fais-moi confiance, dit Christina en tendant de nouveau le biberon. Laisse-moi m'occuper de notre fils. Le mot neutre frappa Edouard comme une gifle. Michael n'était pas le fils de Christina, mais elle parlait comme s'il l'était. Était-ce de la possessivité ou quelque chose de plus sinistre? En regardant Christina attendre sa décision, Edouard réalisa qu'il était au milieu d'une bataille silencieuse pour l'âme de sa famille, et il ne savait toujours pas s'il était assez fort pour la gagner. Edouard passa l'après-midi dans son bureau, faisant semblant de travailler tout en surveillant secrètement chaque mouvement de Christina sur les caméras de sécurité du manoir. Il avait activé le système de surveillance pour la première fois depuis des années, prétextant des problèmes de sécurité après une prétendue série de cambriolages dans le quartier. Christina avait accepté l'explication sans poser de questions, mais Edouard remarqua comment elle vérifiait discrètement l'emplacement des caméras. Michael dormait paisiblement dans le berceau à côté du bureau d'Edouard. Pour la 3e fois consécutive, le bébé avait rejeté le biberon préparé par Christina, pleurant intensément chaque fois qu'elle s'approchait avec le liquide. Edouard avait dû intervenir, préparant un nouveau biberon avec uniquement la formule originale, que Michael accepta immédiatement. Le comportement du bébé était trop révélateur pour être une coïncidence. À 15 heures, Edouard regarda sur le moniteur Christina se diriger vers le jardin, portant un petit sac à main qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Elle regarda attentivement autour d'elle avant de se diriger vers les poubelles extérieures, celles cachées de la vue des fenêtres de la maison principale. Le cœur d'Edouard s'emballa. Il prit rapidement Michael et descendit silencieusement les escaliers, se positionnant à un angle où il pouvait observer Christina sans être vu. Ce qu'il vit confirma ses pires craintes. Christina sortit plusieurs petites fioles du sac, toutes identiques à celles que Sofia avait trouvées. Une par une, elle les vida dans la poubelle, puis jeta les récipients vides par-dessus. Ses mouvements étaient rapides et précis, comme quelqu'un habitué à cette routine. Edouard regarda avec horreur comment elle comptait les fioles avant de les jeter. 8, 10. Il était impossible de savoir combien de fois son fils avait été empoisonné, mais le nombre de récipients suggérait une opération systématique et prolongée. Quand Christina retourna à la maison, Edouard était déjà de retour dans son bureau, faisant semblant d'être concentré sur des rapports financiers. Elle apparut à la porte avec un sourire radieux, comme si de rien n'était. « Comment va notre petit prince ?» Christina s'approcha du berceau, mais Michael se mit immédiatement à gémir alors qu'elle tendait la main vers lui. « Il est un peu grognon aujourd'hui, » mentit Edouard, sachant que Michael avait été parfaitement calme jusqu'à l'arrivée de Christina. « Pauvre petit. Peut-être qu'il a de nouveau faim. Je lui prépare un biberon ? Merci, mais il vient de manger. Il va bien. » Edouard vit une ombre d'irritation traverser le visage de Christina avant qu'elle ne se reprenne. « Edouard, es-tu sûr de nourrir Michael correctement ? Il semble rejeter les repas que je prépare. » C'était un retournement astucieux. Christina semait des doutes sur la compétence d'Edouard en tant que père, le faisant remettre en question ses propres observations. « J'en suis sûr. En fait, il mange mieux ces derniers jours. » Christina fronça les sourcils comme si elle était sincèrement inquiète. « Peut-être devrions-nous vérifier avec le pédiatre. Les changements soudains d'appétit peuvent être le signe de problèmes de santé. » Edouard regarda comment elle construisait habilement un récit alternatif, où il était le père incompétent et elle la soignante dévouée essayant de protéger l'enfant de sa négligence. « Christina, puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr, chérie. Pourquoi insistes-tu toujours pour préparer les biberons toi-même ? Je pourrais aider davantage. » Christina hésita une fraction de seconde avant de répondre. « C'est juste que j'ai développé une routine spécifique qui fonctionne bien pour Michael. Chaque bébé a ses préférences, et j'ai appris exactement comment il aime ça. » « Quel genre de routine ? » « Eh bien, la température doit être parfaite. Le mélange doit être fait d'une certaine manière. » Christina fit un geste vague, évitant les détails. « Pourrais-tu m'apprendre, Edouard ? Pourquoi tant de questions sur quelque chose de si simple ? » Christina rit, mais Edouard décela une tension dans sa voix. « Tu ne me fais plus confiance ? » Encore une fois, elle redirigea la conversation vers des questions émotionnelles, évitant une réponse directe. « Bien sûr que je lui fais confiance. J'aime juste être plus impliqué dans les soins de Michael.
Tu en fais déjà tellement, chérie. Laisse-moi m'occuper des choses pratiques pendant que tu te concentres sur le travail et sur le fait de subvenir aux besoins de notre famille. Édouard nota comment Christina insistait sur le mot « notre » comme si elle faisait déjà officiellement partie de la famille. C'était à la fois présomptueux et possessif. Le téléphone d'Édouard sonna, interrompant la conversation tendue. C'était le docteur Evans, le pédiatre de Michael. « Édouard, j'ai les résultats des tests que j'ai demandés lors de votre dernière visite. » La voix du médecin était grave. « Je dois vous parler en personne. Il y a des irrégularités qui ont attiré mon attention. » Le sang d'Édouard se glaça. « Quel genre d'irrégularité ? Je préférerais ne pas en discuter par téléphone. Pouvez-vous venir au cabinet cet après-midi ? Bien sûr. Je serai là dans 1 heure. » Quand Édouard raccrocha, Christina le regardait avec une expression indéchiffrable. « Des problèmes ? demanda-t-elle, son ton essayant de paraître désinvolte. Le docteur Evans veut discuter de certains résultats de tests. » « Quels tests ? Je ne savais pas que Michael avait fait des tests. » Édouard réalisa son erreur. Il avait emmené Michael pour des tests supplémentaires sans en informer Christina, et maintenant elle se méfiait. C'était juste des tests de routine pour examiner ses coliques. « Édouard, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je vais toujours avec Michael à tous ses rendez-vous chez le médecin. » C'était vrai. Christina insistait toujours pour accompagner Michael chez le pédiatre, et Édouard avait toujours apprécié son dévouement. Maintenant, il se demandait si elle avait d'autres raisons de vouloir être présente. C'était une décision de dernière minute. « Je ne voulais pas te déranger. » Christina s'approcha, posant une main sur son bras. « Édouard, nous sommes une famille. Les décisions concernant la santé de Michael devraient être prises ensemble. » Encore une fois, la présomption qu'il formait déjà une famille officielle. Édouard commença à se demander depuis combien de temps Christina prévoyait de s'installer de façon permanente dans leur vie. « Tu as raison. La prochaine fois, je t'inclurai. Puis-je venir avec toi aujourd'hui ? Ce n'est pas nécessaire. C'est juste une réunion rapide. » Édouard vit une lueur dans les yeux de Christina. Colère. Frustration. Elle n'aimait pas être exclue des affaires médicales de Michael. « D'accord, mais je veux que tu me dises tout quand tu reviendras. » Bien sûr. Alors qu'Édouard se préparait à partir, Christina resta dans le bureau, organisant apparemment quelques papiers. Mais dans le reflet de la fenêtre, Édouard vit qu'elle étudiait attentivement les documents sur son bureau, comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. « Christina, tu cherches quelque chose ? » Elle se redressa rapidement, une expression de surprise innocente sur le visage. « Non, chérie. Juste un peu de rangement. » Édouard rassembla discrètement tous les papiers importants et les enferma dans le tiroir de son bureau. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. En conduisant vers le cabinet du pédiatre, Édouard réfléchit à la façon dont sa vie était devenue un champ de mine. Chaque mot, chaque action, chaque décision devait être soigneusement calculée. Il vivait avec l'ennemi, et l'ennemi avait un accès total à son enfant. Le rendez-vous avec le docteur Evans pourrait enfin lui donner les réponses dont il avait besoin. Ou il pourrait révéler des vérités encore plus terrifiantes sur ce qui arrivait à Michael. Une chose était certaine, la guerre silencieuse pour l'avenir de son fils était sur le point de s'intensifier de façon spectaculaire. Le cabinet du docteur Evans n'avait jamais semblé aussi intimidant. Édouard était assis sur la chaise en face du bureau du pédiatre, tenant Michael sur ses genoux, tandis que le médecin examinait attentivement les résultats des tests. Le silence était oppressant, rompu seulement par le son doux de la respiration calme du bébé. « Ed, je dois être direct avec vous. » Le docteur Evans leva enfin les yeux des papiers, son expression grave. « Nous avons trouvé des traces d'une substance non identifiée dans le sang de Michael. » Édouard sentit le monde s'arrêter. « Quelle sorte de substance ? » C'est un composé chimique qui ne devrait pas être présent dans l'organisme d'un enfant. Il semble s'agir d'une sorte de stimulant synthétique. Le médecin parlait calmement, mais Édouard pouvait voir la profonde inquiétude dans ses yeux. « Édouard, avez-vous une idée de la façon dont Michael aurait pu être exposé à cela ?» Édouard déglutit difficilement, ses plus terribles soupçons confirmés. « Docteur, cette substance pourrait-elle causer des coliques intenses et de l'irritabilité ? » Absolument. Chez un nourrisson, elle provoquerait exactement les symptômes que Michael présente. Mais Édouard, c'est très grave. Nous parlons d'empoisonnement. Les mots du médecin martelèrent l'esprit d'Édouard. Empoisonnement. Son fils était délibérément empoisonné,
et il avait laissé faire pendant des mois. Docteur, je dois vous montrer quelque chose. Edward sortit de sa poche les 2 fioles que Sophia avait trouvées. Une enfant a trouvé ça. Elle a dit qu'elle avait vu quelqu'un mettre le contenu dans le biberon de Michael. Le docteur Evans examina les fioles avec une alarme croissante. Edward, où avez-vous eu ça? La fille de notre jardinier les a trouvées. Elle a 8 ans et a dit qu'elle avait vu ma petite amie les utiliser dans les biberons de Michael. Le médecin resta silencieux un long moment, digérant l'information. Edward, êtes-vous en train de me dire que vous soupçonnez votre petite amie d'empoisonner délibérément votre fils? Je ne voulais pas y croire, mais toutes les preuves vont dans ce sens. Le docteur Evans se leva et se dirigea vers la fenêtre, clairement perturbé. Edward, c'est extrêmement grave. Si vos soupçons sont corrects, Michael est en danger immédiat. Je sais, mais j'ai besoin de plus de preuves avant d'agir. Non. Le médecin se retourna brusquement. Edward, vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Cette substance, si elle est administrée en continu, pourrait causer des dommages permanents au développement neurologique de Michael. Edward se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Dommages permanents. Le cerveau d'un bébé est à un stade crucial de développement. Une exposition prolongée à des stimulants chimiques peut affecter les capacités cognitives, les réflexes, même sa future personnalité. Edward baissa les yeux sur Michael, qui le regardait avec de grands yeux confiants. La possibilité que son fils puisse souffrir de conséquences permanentes à cause de sa propre naïveté était insupportable. Que dois-je faire? Premièrement, vous devez vous assurer que Michael n'est plus exposé à cette substance. Deuxièmement, nous devons effectuer des tests plus détaillés pour évaluer les dommages déjà causés. Et troisièmement, le docteur Evans hésita. Troisièmement, Edward, si vos soupçons sont corrects, vous devez impliquer les autorités. C'est une tentative de meurtre. Les mots du médecin firent trembler Edward. Tentative de meurtre. Christina ne se contentait pas de rendre Michael mal à l'aise. Elle essayait lentement de le tuer. Docteur, pourriez-vous analyser ces fioles? Confirmer si le contenu est la même substance trouvée dans le sang de Michael? Bien sûr, je les enverrai immédiatement pour analyse en laboratoire. Nous aurons les résultats dans 24 heures. Edward hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de terreur. Il aurait enfin des preuves scientifiques irréfutables. Mais il devrait aussi affronter la réalité que la femme qu'il aimait tentait d'assassiner son enfant. Edward, il y a encore une chose. Le docteur Evans retourna à sa chaise. Son expression était encore plus sérieuse. J'ai fait quelques recherches après avoir vu les premiers résultats des tests. La substance dans le sang de Michael est extrêmement spécifique. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut se procurer facilement. Que voulez-vous dire? Cette substance est principalement utilisée dans les laboratoires pharmaceutiques pour des tests sur les animaux. Quiconque fait cela a accès à des matériaux hautement contrôlés. Un frisson parcourut l'échine d'Edward. Christina avait mentionné qu'elle travaillait avec des thérapies naturelles, mais elle n'avait jamais été spécifique. Edward, vous devez enquêter sur son passé. Ce n'est pas le travail d'un amateur. Le médecin tendit à Edward une carte de visite. C'est le contact d'un détective privé spécialisé dans les cas sensibles impliquant des enfants. Je vous recommande vivement de l'appeler immédiatement. Edward empocha la carte, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Docteur, combien de temps Michael a-t-il si nous n'arrêtons pas ça? Le docteur Evans soupira profondément. Edward, la bonne nouvelle est que les niveaux dans son sang ne sont pas encore mortels, mais si l'exposition continue. Il laissa la phrase en suspendant l'air. Je comprends. Il y a une dernière chose que vous devez savoir. Le médecin hésita de nouveau. D'après les niveaux dans le sang de Michael, et compte tenu de son poids et de son âge, j'estime qu'il a été exposé à cette substance pendant au moins 2 mois, peut-être 3. Edward ferma les yeux, faisant le calcul. 3 mois, exactement le moment où Christina avait emménagé dans le manoir et pris en charge les soins principaux de Michael. Edward, vous ne pouvez plus hésiter. Chaque jour qui passe, les risques augmentent de façon exponentielle. Je sais. J'agirai aujourd'hui. Et Edward, le docteur Evans se pencha en avant, ne confrontez pas cette femme seule. Si elle est capable d'empoisonner délibérément un nourrisson, on ne sait pas de quoi d'autre elle est capable. Edward hocha la tête, serrant Michael plus fort. Son fils avait survécu à des mois d'empoisonnement systématique, mais il faisait maintenant face à la période la plus dangereuse.
Christina finirait par découvrir qu'il connaissait la vérité. Et les gens désespérés prennent des mesures désespérées. En rentrant chez lui, Edward prit une décision qui allait tout changer. Il n'attendrait pas plus de preuves. Il ne donnerait pas à Christina une autre occasion de faire du mal à Michael. Cette nuit-là, lorsqu'elle essaierait de donner au bébé un autre biberon empoisonné, il la confronterait avec tout ce qu'il savait. Le jeu du chat et de la souris était terminé. C'était maintenant la guerre ouverte, et Edward ferait n'importe quoi pour protéger son fils, même si cela signifiait détruire la femme qu'il avait aimée. En arrivant au manoir, Edward vit Christina à la fenêtre du salon, observant son retour avec une expression indéchiffrable. Elle fit un signe de la main joyeux, mais Edward décela quelque chose de forcé dans son sourire. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, Christina se doutait qu'il découvrait la vérité. La bataille finale était sur le point de commencer. Edward entra dans le manoir portant Michael et une détermination d'acier qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Christina l'attendait dans le salon, son sourire semblant plus tendu que jamais. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vigilance qu'Edward n'avait jamais remarquée auparavant. « Comment s'est passé le rendez-vous, chérie ?» Christina s'approcha, tendant la main vers Michael, mais le bébé se blottit contre la poitrine de son père. Éclairant. Edward tenait fermement Michael dans ses bras. Le docteur Evans a trouvé des choses intéressantes dans les tests. Edward observa attentivement la réaction de Christina. Pendant une fraction de seconde, il vit de la panique dans ses yeux avant qu'elle ne recompose son expression. « J'espère que ce n'est rien de grave. »« En fait, c'est assez grave, » dit Edward en se dirigeant vers son bureau. Christina le suivit. Ils ont trouvé des substances chimiques dans le sang de Michael. Christina s'arrêta net. Quel genre de substances ? Des stimulants synthétiques. Du genre utilisé dans les laboratoires pharmaceutiques. Le silence qui suivit fut assourdissant. Edward pouvait presque entendre l'esprit de Christina travailler furieusement, calculant son prochain mouvement. Mon Dieu, comment est-ce possible ? Christina se serra la poitrine dans une performance convaincante de choc. Quelqu'un aurait-il pu donner quelque chose à Michael sans que nous le sachions ? Edward dut admettre qu'elle était une actrice talentueuse. S'il ne connaissait pas la vérité, il aurait complètement cru à sa surprise. C'est une possibilité. Le docteur Evans a dit que seule une personne ayant accès à du matériel pharmaceutique pourrait obtenir ces substances. Edward vit Christina déglutir difficilement. Elle commençait à réaliser qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Edward, soupçonnes-tu quelqu'un en particulier ? J'examine toutes les possibilités. Edward s'assit derrière son bureau, créant une barrière physique entre eux. Christina, as-tu déjà travaillé dans un laboratoire pharmaceutique ? La question tomba comme un coup direct. Christina pâlit, mais elle essaya rapidement de se reprendre. Pourquoi demanderais-tu ça ? J'essaie juste de comprendre comment Michael a pu être exposé à ces substances. La voix de Christina tremblait légèrement. Penses-tu vraiment que je ferais du mal à Michael ? Je dois protéger mon fils. Cela signifie tout remettre en question, et tout le monde. Christina s'approcha du bureau, ses mains tremblant légèrement. Edward, je t'aime, toi et Michael, plus que tout. Comment peux-tu même me soupçonner ? Alors réponds à la question. As-tu déjà travaillé dans un laboratoire ? Christina hésita bien trop longtemps. J'ai travaillé brièvement pour une société pharmaceutique il y a des années, mais c'était juste un travail administratif. Edward savait qu'elle mentait. La réponse avait été répétée, mais pas de manière convaincante. Quelle société, Edward ? C'était il y a longtemps. Pourquoi est-ce que ça compte maintenant ? Parce que mon fils est empoisonné, et je dois savoir par qui. Les mots sortirent avec une dureté qui les surprit tous les deux. Christina recula comme si elle avait été giflée. Tu penses vraiment que j'empoisonnerais Michael ? Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Christina. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, après tous les soins que je lui ai donnés. Edward regarda les larmes, se demandant si elles étaient authentiques ou simplement une autre partie de sa performance. Christina, où est ta petite pochette ? Celle en cuir que tu portes toujours. La question apparemment innocente figea complètement Christina. Quelle pochette ? La petite. Tu la prends toujours avec toi quand tu vas dans le jardin. Je ne sais pas de quoi tu parles. Edward se leva, tenant toujours Michael. Christina, je t'ai vu jeter des fioles à la poubelle aujourd'hui. Le monde sembla s'arrêter.
Christina était paralysée, ses yeux s'écarquillant de pure terreur. Le masque était enfin complètement tombé. Edouard, je peux expliquer. Alors explique. Christina regarda désespérément autour d'elle comme un animal acculé, cherchant une issue. Tu ne comprends pas. J'essayais d'aider Michael. L'aider en l'empoisonnant? Ce n'était pas du poison. C'était pour le calmer. Christina parlait maintenant rapidement, ses mots se bousculant les uns les autres. Il pleurait tellement. Et tu étais si stressé. Je voulais juste que notre famille soit heureuse. Edouard sentit une vague de nausée. Notre famille? Christina, tu torturais mon fils. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. C'était juste pour le garder calme afin que je puisse mieux m'occuper de lui. Menteuse, dit Edouard, sa voix basse mais ferme, faisant sursauter Christina. Le docteur Evans m'a dit que cette substance pouvait causer des dommages cérébraux permanents. Christina devint encore plus pâle. Je ne savais pas. Je pensais que c'était inoffensif. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as une formation en pharmacie. Edouard, s'il te plaît, laisse-moi tout expliquer. Nous pouvons arranger ça ensemble. Il n'y a rien à arranger. Tu as empoisonné mon fils pendant des mois. Christina se jeta à genoux devant Edouard, lui attrapant les jambes. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Edouard baissa les yeux sur la femme à ses pieds. Celle qu'il avait aimée et en qui il avait eu confiance, et ne ressentit que de la révulsion. Ce n'est pas de l'amour, Christina. C'est une maladie. Edouard, si tu me dénonces, tu détruiras notre famille. Pense au scandale. Pense à comment cela affectera Michael à l'avenir. Même dans son désespoir, Christina essayait de le manipuler. Edouard réalisa qu'elle avait probablement utilisé ces mêmes tactiques dans d'autres relations. Notre famille? Edouard s'éloigna d'elle. Christina, tu n'as jamais fait partie de ma famille. Tu es une prédatrice qui s'est infiltrée dans nos vies. Ne dis pas ça. J'ai consacré ma vie à prendre soin de vous. Tu as consacré ta vie à nous détruire lentement. Edouard se tourna vers la porte, mais Christina le suivit, frénétique. Edouard, où vas-tu? Appelez la police. Non, hurla Christina, perdant complètement le contrôle. Tu ne peux pas faire ça. Je ne vais pas aller en prison. Tu aurais dû y penser avant d'empoisonner un bébé. Edouard sortit du bureau, laissant Christina sangloter sur le sol. Il savait qu'il y avait d'autres secrets à révéler, d'autres vérités terribles sur la femme qui avait envahi leur vie. Mais pour l'instant, Michael était en sécurité. Et c'était tout ce qui comptait. En composant le 911, Edouard entendit Christina parler de manière urgente au téléphone dans une autre pièce. Elle appelait quelqu'un, demandant de l'aide ou donnant un avertissement. Edouard réalisa que Christina n'agissait pas seule. D'autres personnes étaient impliquées dans son plan sinistre. La révélation d'une conspiration plus large fit comprendre à Edouard que la bataille était loin d'être terminée. Christina n'était qu'une pièce dans un jeu bien plus complexe et dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Michael leva les yeux vers son père avec ses grands yeux confiants, ignorant qu'il venait d'être sauvé d'un terrible destin. Edouard embrassa le front de son fils, promettant silencieusement qu'il ne permettrait plus jamais à quiconque de faire du mal à l'enfant qui était sa raison de vivre. La guerre pour la sécurité de Michael s'était transformée en quelque chose de bien plus vaste et périlleux qu'Edouard aurait pu le prévoir. En attendant l'arrivée de la police, Edouard appela le détective privé que le docteur Evans lui avait recommandé. Robert Shaw répondit dès la première sonnerie, comme s'il s'attendait à l'appel. Sa voix était calme et professionnelle, mais Edouard décela une urgence qui l'inquiéta encore plus. « Monsieur Stanford, le docteur Evans m'a mis au courant de votre situation. Je peux être là dans 30 minutes. La police est déjà en route. Encore mieux. Je dois vous parler avant leur arrivée. Il y a des choses que j'ai découvertes sur la femme que vous connaissez sous le nom de Christina Dubois qui vont vous choquer. » Le sang d'Edouard se glaça. « Vous avez déjà enquêté sur elle? » Oui. Quand le docteur Evans a décrit le cas, son nom a déclenché des signaux d'alarme. « Monsieur Stanford, vous avez affaire à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne le pensez. » Edouard regarda Michael, qui dormait paisiblement dans ses bras, inconscient du danger qui les entourait. « Qu'avez-vous trouvé? » La femme que vous connaissez sous le nom de Christina Dubois ne s'appelle pas ainsi. Son vrai nom est Carmen Vance. Et ce n'est pas le premier bébé qu'elle empoisonne. Les mots frappèrent Edouard comme un coup physique. Il s'enfonça dans un fauteuil, les jambes flageolantes. Pas le premier? Monsieur Stanford, je serai là dans 20 minutes.
Ne laissez pas cette femme seule et n'acceptez rien de ce qu'elle vous offre. Ni eau, ni café, rien. L'appel se termina, laissant Edward en état de choc. D'autres bébés. Christina avait déjà fait ça. Combien de familles avait-elle détruites? Combien d'enfants avaient souffert entre ses mains? Il entendit des pas s'approcher et empocha rapidement son téléphone. Christina apparut à l'embrasure de la porte, le visage enflé par les pleurs. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une détermination froide qui l'effraya. « Edward, nous devons parler avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'avons plus rien à nous dire, Christina. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Christina entra dans la pièce, fermant la porte derrière elle. « Si tu me livres à la police, tu détruiras plus que tu ne peux l'imaginer. » « Que veux-tu dire? » « Il y a des gens puissants impliqués là-dedans, Edward. Des gens qui ne seront pas heureux si je suis arrêté. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Quelle personne? » « Des gens qui peuvent faire de ta vie un enfer. Qui peuvent te faire tout perdre. Ton entreprise, ta fortune, même la garde de Michael. » Les menaces étaient subtiles mais claires. Christina ne suppliait plus. Elle négociait. « Me menaces-tu? J'essaie de te protéger, Edward. Tu crois connaître le monde dans lequel tu vis, mais il y a des choses que les hommes comme toi ne voient jamais. Il y a un réseau de gens qui font des choses pour de l'argent. » « Quel genre de choses? » Christina s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Des choses comme s'assurer que les bébés d'hommes riches tombent juste assez malades pour que des femmes spéciales deviennent indispensables. » Edward se sentit nauséeux. « Tu dis qu'il y a d'autres femmes qui font ça? Je dis que tu n'es pas le premier homme riche et seul qui avait besoin d'aide avec un bébé difficile. » La froideur avec laquelle Christina parlait était terrifiante. Elle décrivait une opération criminelle comme s'il s'agissait d'une affaire normale. « Edward, si tu me laisses partir maintenant, je te promets que tu n'entendras plus jamais parler de moi. Michael se remettra. Tu seras heureux. Et tu n'auras jamais à connaître les autres familles. » D'autres familles? Des familles comme la tienne. Des hommes riches avec de jeunes enfants, des hommes qui ont besoin d'aide et qui font rapidement confiance à une femme attentionnée. Edward serra Michael plus fort, horrifié par la révélation qu'il n'était qu'un autre rouage dans un schéma criminel élaboré. Combien de familles, Christina? Edward, veux-tu vraiment savoir? Pourras-tu dormir la nuit en sachant qu'il y a d'autres bébés qui souffrent en ce moment même? C'était une question cruelle mais efficace. Christina savait exactement comment manipuler sa conscience. Si tu me dénonces, ils trouveront simplement quelqu'un d'autre pour faire le travail. Et la prochaine fois, ils ne seront peut-être pas aussi prudents que moi. Prudent? Tu as failli tuer mon fils. Mais je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas? Michael est vivant et se remettra complètement. D'autres bébés pourraient ne pas avoir cette chance. Edward réalisa que Christina essayait de se positionner comme le moindre mal, comme s'il devait être reconnaissant pour sa retenue. Edward, il y a une dernière chose que tu dois savoir. Christina le regarda droit dans les yeux. Savent-ils où Michael va à la crèche? Où tu fais tes courses? Où tu passes ton temps libre? Si tu me dénonces, ils considéreront cela comme une violation des règles du jeu. Quelle règle? La règle selon laquelle les hommes riches ne posent pas de questions sur la façon dont leurs problèmes sont résolus. Edward commença à saisir l'ampleur de ce à quoi il faisait face. Il ne s'agissait pas seulement de Christina. Il s'agissait d'une organisation criminelle qui ciblait des familles riches et vulnérables. Le son des sirènes approchant brisa la tension. La police était arrivée. « Dernière chance, Edward, dit rapidement Christina. Dis-leur que c'était un malentendu, que les tests étaient faux, que tu étais paranoïaque à cause du stress d'être un nouveau père. » Jamais. Alors tu viens de condamner Michael à une vie de peur. Ils ne cesseront jamais de te surveiller. Edward se leva, résolu. Je préfère affronter cette organisation que de te laisser en liberté pour blesser d'autres enfants. Edward, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Je protège mon fils et tous les autres enfants que tu pourrais blesser. Christina le regarda avec une expression qui mêlait la colère à quelque chose qui aurait pu être du respect. Tu es plus courageux que je ne le pensais. Ou plus stupide. Nous le saurons assez vite. La sonnette retentit, annonçant la police. Edward savait qu'il était sur le point de faire un pas qui changerait leur vie pour toujours. Mais en baissant les yeux sur Michael, qui commençait à s'agiter au bruit, il sut qu'il n'avait pas d'autre choix. Certaines batailles doivent être menées, même lorsque les chances sont contre vous, et protéger un enfant innocent valait tous les risques.
Édouard ouvrit la porte aux policiers, tenant son fils et une résolution que même les menaces d'une organisation criminelle ne pouvaient ébranler. La guerre ne faisait que commencer. Mais Édouard savait enfin contre qui il se battait. Les policiers entrèrent dans le manoir au moment exact où Robert Shaw, le détective privé, arriva au portail. Édouard regarda l'homme d'une cinquantaine d'années s'approcher avec une mallette pleine de documents et une expression qui mêlait détermination et inquiétude. Le docteur Evans arriva juste derrière les officiers, apportant les résultats de laboratoire qui confirmeraient définitivement l'empoisonnement. Le détective principal, un homme expérimenté nommé Armstrong, écouta attentivement pendant qu'Édouard racontait toute la situation. Christina resta assise sur le canapé, apparemment calme, mais Édouard pouvait voir ses mains trembler légèrement. « Monsieur Shaw, vous avez dit avoir des informations sur la suspecte. » Le détective Armstrong s'adressa au détective privé. « J'ai bien plus que des informations, détective. J'ai des preuves d'une opération criminelle qui dure depuis au moins 5 ans. » Robert ouvrit sa mallette, révélant des photographies, des documents et des rapports détaillés. S'appelle en réalité Carmen Vance. Elle a 35 ans, un diplôme en chimie pharmaceutique et un passé de relations avec des hommes riches qui se sont terminés par des tragédies impliquant de jeunes enfants. Le sang d'Édouard se glaça. Quel genre de tragédie ? Robert jeta un coup d'œil à Michael dans les bras d'Édouard avant de répondre. À Chicago, elle était impliquée avec un négociant en matières premières. Son fils de 8 mois est décédé soi-disant de complications respiratoires. À Dallas, un autre entrepreneur a perdu une fille d'1 an du syndrome de la mort subite du nourrisson. Dans les 2 cas, Carmen a hérité d'une fortune considérable. Le silence dans la pièce était assourdissant. Édouard regarda Christina, qui gardait la tête baissée mais ne montrait aucune surprise face aux révélations. « Détective, ce n'est pas seulement une tentative d'empoisonnement, » continua Robert. « C'est un homicide en série. Carmen fait partie d'un réseau qui identifie les hommes riches et vulnérables, en particulier les pères célibataires ou les veufs avec de jeunes enfants. » « Comment fonctionne ce réseau ? Demanda le détective. « Ils ont des informateurs dans les hôpitaux, les garderies et les écoles privées. Lorsqu'ils identifient une cible potentielle, ils envoient des femmes entraînées pour se rapprocher et gagner la confiance de la famille. » Édouard se souvint comment il avait rencontré Christina lors d'un rendez-vous chez le pédiatre où elle avait, par coïncidence, aidé lorsque Michael pleurait dans la salle d'attente. Ce n'était pas une coïncidence. L'objectif initial n'est pas de tuer immédiatement, poursuivit Robert. Il crée des problèmes de santé qui rendent la femme indispensable. Si la relation évolue vers le mariage ou un partenariat domestique, ils obtiennent des droits sur l'héritage. C'est seulement alors qu'ils éliminent les enfants. Et si l'homme découvre la vérité avant cela, demanda Édouard. Maintenant, ils ont aussi des protocoles pour ça. Menaces, chantage, et dans les cas extrêmes, Robert hésita, des accidents qui éliminent à la fois l'enfant et le père. Christina leva enfin la tête, regardant directement Édouard. Tu n'aurais pas dû creuser ça. Maintenant, il est trop tard pour protéger Michael. Carmen Vance, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et participation à une entreprise criminelle, déclara le détective Armstrong. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, répondit calmement Christina. Il y a des juges, des procureurs et des policiers impliqués là-dedans. Des gens très puissants qui ne seront pas heureux de cette arrestation. Robert se pencha en avant. C'est pourquoi nous avons déjà fait appel au FBI. Cette affaire sera traitée comme du crime organisé et du blanchiment d'argent. Édouard vit quelque chose comme de la peur dans les yeux de Christina pour la première fois depuis qu'il avait découvert la vérité. « Monsieur Stanford, » dit Robert. « Nous devons vous placer, vous et Michael, en garde à vue immédiatement. L'organisation essaiera de vous éliminer dès qu'elle entendra parler de l'arrestation de Carmen. Pour combien de temps ? Jusqu'à ce que nous puissions démanteler tout le réseau. D'après ce que nous avons trouvé, cela pourrait prendre des mois. » Édouard regarda Michael, qui observait tout avec ses grands yeux innocents. L'enfant n'avait aucune idée qu'il avait survécu à une tentative d'assassinat orchestrée par une organisation criminelle sophistiquée. « Il y a encore une chose, » dit Robert. « Nous avons trouvé des preuves que Carmen enregistrait vos conversations intimes, Édouard, probablement pour un futur chantage ou pour mieux comprendre vos habitudes et vos vulnérabilités. » Édouard se sentit violé d'une manière qu'il n'avait jamais connue. « Où sont ces enregistrements ? Ils sont en cours d'analyse par le FBI. Mais Édouard, cela signifie qu'ils en savent beaucoup sur vous. Votre routine, vos peurs, vos faiblesses.
Détective, s'adressa Édouard à l'officier. Que advient-il des autres familles? Robert a dit qu'il y a d'autres cibles. Nous avons déjà lancé des enquêtes sur la base des informations de Monsieur Shaw. Il y a au moins 12 familles en danger à travers le pays. Christina rit amèrement. Vous pensez qu'arrêter une personne arrêtera ça? Il y a des dizaines de femmes comme moi, et elles sont beaucoup plus prudentes. C'est pourquoi nous avons besoin de votre coopération, dit le détective. Si vous nous aidez à démanteler l'organisation, nous pouvons négocier une peine réduite. Vous ne comprenez pas, secoua la tête Christina. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de pouvoir. Il y a des gens dans cette organisation qui contrôlent des secteurs entiers de l'économie. Ils ne vont pas simplement abandonner parce qu'une opération a mal tourné. Édouard se leva, tenant toujours Michael. Alors nous les combattrons. Toutes les familles qu'ils ont menacées. Édouard, vous parlez d'une guerre contre des gens aux ressources illimitées, avertit Robert. Ils ont choisi la guerre quand ils ont décidé d'empoisonner mon fils. Maintenant, ils vont découvrir que certains pères sont prêts à se battre jusqu'au bout pour protéger leurs enfants. Maria et Sofia entrèrent dans la pièce, amenées par des officiers pour faire leur déposition. La fillette de 8 ans regarda Christina sans peur, mais avec une détermination qui impressionna tous les adultes présents. Monsieur Édouard, dit Sofia. Je savais qu'elle était méchante. Ma mère dit toujours que les enfants peuvent sentir ces choses. Édouard s'agenouilla au niveau de Sofia, tenant toujours Michael. Sofia, tu as sauvé la vie de Michael. Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Est-ce que tout va bien se passer maintenant? Édouard regarda autour de lui dans la pièce. Les policiers déterminés, Robert avec ses preuves, le docteur Evans avec ses résultats de laboratoire, Maria et Sofia avec leur courage simple, et une Christina menottée représentant un mal qui devait être combattu. Tout va bien se passer, Sofia, parce que les bonnes personnes comme toi ne laisseront pas les méchantes personnes faire du mal aux enfants innocents. Alors que Christina était emmenée par la police, Édouard savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas seul. Il avait des alliés. Il avait des preuves. Et surtout, il avait une cause pour laquelle il valait la peine de se battre. La protection de Michael et de tous les autres enfants en danger était devenue la mission de sa vie. 3 semaines après l'arrestation de Carmen, Édouard se trouvait dans un hôtel discret du centre-ville sous protection policière lorsqu'il reçut un appel qui changea tout. Robert Shaw était à l'autre bout du fil, sa voix un mélange de triomphe et d'épuisement. Édouard, nous l'avons. Carmen a décidé de coopérer. Le cœur d'Édouard s'emballa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des noms, des adresses, des comptes bancaires et des preuves sur toute l'opération. Le FBI mène des raids simultanés dans cet état en ce moment même. Édouard regarda Michael, qui jouait tranquillement dans un berceau portable, complètement inconscient de la révolution que son salut avait déclenchée. Le bébé était visiblement en meilleure santé, ses yeux plus vifs et son sourire plus fréquent depuis que l'empoisonnement avait cessé. Combien de personnes sont arrêtées? 43 jusqu'à présent, dont 2 juges, un procureur, 3 détectives de police et plusieurs hommes d'affaires qui finançaient l'opération. Édouard ressentit un mélange de soulagement et d'indignation. Comment un réseau comme celui-ci avait-il pu fonctionner si longtemps? L'argent, Édouard, beaucoup d'argent. Il payait des informateurs dans les hôpitaux, les garderies, les écoles privées. Ils avaient des contacts dans les bureaux des greffiers, les banques, les compagnies d'assurance. C'était une machine bien huilée pour identifier et exploiter les familles vulnérables. Et les autres familles? Les enfants qui étaient en danger? C'est la meilleure nouvelle. Nous avons réussi à avertir 17 familles à temps. 5 enfants étaient empoisonnés de manière similaire à Michael. Ils reçoivent tous un traitement médical et se rétablissent bien. Édouard ferma les yeux, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait endossée. Sa décision de dénoncer Carmen avait sauvé d'autres enfants de subir le même sort que Michael. Robert, il y a quelque chose que je dois savoir. Carmen a mentionné qu'il y aurait des représailles si je la dénonçais. Sommes-nous toujours en danger? Le chef de l'organisation a été arrêté la nuit dernière. C'est un titan de l'industrie pharmaceutique, vous savez, Marcus Thorne. Édouard faillit laisser tomber le téléphone. Marcus Thorne était une connaissance de son cercle d'affaires d'élite. Ils avaient joué au golf ensemble plusieurs fois. Marcus? Mais il a ses propres enfants. Exactement. C'est comme ça qu'il savait comment manipuler les autres pères. Il comprenait les vulnérabilités, les peurs, les besoins.
Carmen nous a dit qu'il suggérait lui-même des cibles sur la base de conversations informelles dans les country clubs et les événements sociaux. Edouard se souvint d'une conversation spécifique avec Marcus des mois auparavant, où il avait mentionné ses difficultés avec Michael et son épuisement en tant que père célibataire. Marcus avait été très sympathique, suggérant même qu'Edouard avait besoin d'une aide spécialisée pour s'occuper de l'enfant. Il m'évaluait comme une cible. Sans aucun doute. Et Edouard, il y a plus. Nous avons trouvé des documents montrant que vous étiez préparé pour la phase finale du plan. Quelle phase finale? Carmen avait préparé un rapport détaillé sur vos habitudes, vos routines quotidiennes, vos points vulnérables. Il prévoyait un accident qui vous aurait éliminé, vous et Michael, simultanément, le faisant passer pour votre propre négligence en tant que père. Edouard se sentit nauséeux. Et quand? D'après les dates dans les documents, probablement dans les 2 prochaines semaines. Edouard, vous n'avez pas seulement sauvé Michael, vous vous êtes sauvé vous-même. Le téléphone de l'hôtel sonna, interrompant la conversation. Edouard répondit avec prudence. Monsieur Stanford, c'est le docteur Evans. J'ai d'excellentes nouvelles concernant Michael. Qu'est-ce que c'est? Les derniers tests ne montrent aucun signe de dommage permanent au développement neurologique de Michael. Le cerveau d'un enfant est remarquablement résilient et il s'est complètement remis de l'exposition aux substances chimiques. Des larmes de soulagement coulèrent sur le visage d'Edouard. Êtes-vous sûr, docteur? Absolument. Michael grandira pour être un garçon complètement normal et en bonne santé sur les plans cognitifs, physiques et émotionnels. Il n'y aura aucune séquelle. Edouard regarda son fils, qui à ce moment-là leva les bras pour être pris, souriant avec la joie pure qui était revenue dans ses expressions. Docteur, encore une chose. D'autres enfants ont été exposés aux mêmes substances. Vont-ils aussi se rétablir? Oui, Edouard. Tous les enfants que nous avons pu identifier à temps se rétablissent bien. Vous n'avez pas seulement sauvé Michael. Votre courage a sauvé beaucoup d'autres enfants. Quand Edouard raccrocha, Maria et Sophia entrèrent dans la pièce. Elles étaient également sous protection policière, mais la fillette semblait gérer la situation mieux que beaucoup d'adultes. Monsieur Edouard, je peux jouer avec Michael? Demanda Sophia avec la naturelle unique des enfants. Bien sûr, Sophia. Edouard regarda la fillette de 8 ans jouer doucement avec Michael, le faisant rire avec des grimaces. C'était une scène de pure innocence et de joie, un contraste frappant avec les sombres révélations des semaines passées. Maria, comment pourrais-je jamais vous remercier pour ce que vous avez fait? Maria sourit avec la sagesse simple qu'Edouard avait appris à apprécier. Monsieur Stanford, il n'y a rien à nous remercier. Sophia a fait ce que n'importe quel enfant courageux ferait. Elle a protégé quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger lui-même. Mais vous avez tout risqué. Vos emplois, votre sécurité? Monsieur, certaines choses sont plus importantes que les emplois. La sécurité d'un enfant en est une. Edouard s'agenouilla à côté de Sophia. Sophia, tu sais que tu es une héroïne, n'est-ce pas? La fillette arrêta de jouer et le regarda sérieusement. Monsieur Edouard, j'ai juste fait ce qui était juste. Maman dit toujours que quand on voit quelqu'un faire du mal à un enfant, il faut le dire à un adulte qui peut t'aider. Et si je ne t'avais pas cru? Sophia réfléchit un instant. Alors je l'aurais dit à un autre adulte, et à un autre, jusqu'à ce que quelqu'un me croie et aide Michael. La détermination de la fillette était inspirante. Edouard réalisa qu'il avait appris plus sur le courage d'une fillette de 8 ans que dans toute sa vie d'adulte. Robert Shaw arriva à l'hôtel plus tard dans l'après-midi avec d'autres nouvelles. Edouard, la coopération de Carmen a été si complète que nous avons réussi à démanteler non seulement le réseau américain, mais aussi des opérations similaires en Argentine et au Chili. Des opérations internationales. Oui, c'était plus grand que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais c'est fini maintenant. Tous les dirigeants sont en garde à vue. Leurs actifs financiers sont gelés et les victimes sont protégées. Edouard s'assit sur le canapé, sentant enfin le poids des derniers mois se lever. Quand pouvons-nous rentrer à la maison? Demain, si vous le souhaitez. La menace a été complètement neutralisée. Edouard regarda autour de la petite chambre d'hôtel qui avait été leur refuge pendant des semaines. Bientôt, il serait de retour dans son domaine, mais il savait qu'il ne serait plus jamais le même homme qu'il avait quitté. L'expérience avait fondamentalement changé sa perspective sur la confiance, la famille et ce qui comptait vraiment dans la vie. Michael commença à s'agiter, signalant qu'il avait faim. Edouard prépara le biberon, une tâche qu'il insistait maintenant pour faire lui-même, et regarda son fils boire paisiblement.
Michael, murmura Édouard, tu ne sauras jamais à quel point tu nous as appris sur le courage et l'amour, et sur l'importance d'écouter les bonnes personnes. Alors que Michael terminait son biberon, Édouard savait que la vraie victoire ne résidait pas seulement dans les arrestations des criminels, mais dans la récupération de l'innocence et de la confiance qu'il avait perdue. Sa famille avait survécu à l'attaque la plus cruelle imaginable et en était sortie plus forte que jamais. Édouard gara la voiture devant le domaine pour la première fois en près d'un mois. Le portail en fer forgé, les jardins immaculés, la façade imposante, tout semblait exactement pareil. Mais il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Portant Michael dans ses bras, il inspecta la propriété qui avait été le théâtre de tant de souffrances et de quasi-tragédies. « Je peux vous aider avec les sacs, monsieur Stanford ?» Maria s'approcha, Sophia à ses côtés, toutes deux rayonnantes d'être enfin à la maison. « Merci, Maria. Mais avant d'entrer, Édouard hésita, cherchant les mots justes, je dois vous dire quelque chose à toutes les deux. » Sophia le regarda avec ses grands yeux curieux tandis que Maria attendait respectueusement. « Vous avez sauvé notre famille, pas seulement de Carmen, mais de tout un réseau criminel qui faisait du mal à d'autres familles. Le courage de Sophia et votre sagesse ont changé nos vies pour toujours. » Monsieur Édouard, interrompit Sophia avec la franchise typique de l'enfance, est-ce que la maison va être différente maintenant? Édouard sourit, surpris par la perspicacité de la fillette. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que vous êtes différent. D'une bonne manière. Vous regardez plus Michael maintenant, et vous souriez plus aussi. Les mots simples de l'enfant frappèrent profondément Édouard. Elle avait raison. Il avait changé. L'homme obsédé par le travail qui déléguait les soins de son fils s'était transformé en quelqu'un qui comprenait vraiment le sens de la paternité. Sophia a raison, confirma doucement Maria. Vous avez découvert ce que signifie être un vrai père. Édouard serra Michael plus fort, sentant le poids de cette vérité. Pendant des mois, il avait sous-traité la paternité à Carmen, pensant être un bon parent en engageant la meilleure gardienne. Maintenant, il comprenait qu'être père signifiait être présent, observé, questionné et protégé personnellement. Allons à l'intérieur, dit Édouard. Nous avons une nouvelle vie à commencer. Le manoir sentait le vernis et les fleurs fraîches. Maria avait fait préparer tout par le personnel de nettoyage pour leur retour, mais Édouard remarqua des changements subtils. Il n'y avait plus aucune trace de Carmen. Pas une photo, pas un objet personnel. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Dans son bureau, Édouard fit face à des piles de courriers, de rapports d'affaires et de documents qui s'étaient accumulés en son absence. Un instant, il sentit revenir l'ancienne anxiété du cadre toujours occupé. Mais ensuite, Michael babilla quelque chose d'incompréhensible et lui sourit. Et Édouard réalisa que ses priorités avaient radicalement changé. « Sophia, veux-tu montrer à Michael comment nourrir les poissons dans l'étang ?» suggéra Édouard. La fillette hocha la tête avec enthousiasme et sortit en courant dans le jardin. Édouard la suivit, portant Michael, et pour la première fois depuis des années, il ignora complètement les emails et les appels liés au travail qui s'accumulaient. Dans le jardin, il regarda Sophia s'agenouiller au bord du petit étang d'ornement, expliquant patiemment à Michael les poissons rouges qui nageaient paisiblement. Le bébé regardait, fasciné, tendant ses petites mains vers l'eau. « Tu vois, Michael, celui-ci c'est Goldie, et ça c'est Princesse », narra sérieusement Sophia. « Et ils vivent ici depuis longtemps, et ils protègent le jardin des mauvaises choses. » Édouard s'assit sur l'herbe à côté d'eux, chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant. Son costume cher pourrait se salir, mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était ce moment de pure joie et d'innocence. « Monsieur Édouard, se tourna Sophia vers lui, je peux poser une question. » « Bien sûr. Allez-vous encore travailler autant maintenant ?» La question était directe et honnête, typique de Sophia. Édouard réfléchit un instant avant de répondre. « Je vais travailler assez pour bien m'occuper de toi, de ta mère et de Michael. Mais je ne travaillerai plus jamais autant au point de manquer de vous voir grandir. » Sophia sourit, satisfaite de la réponse. « Bien, parce que Michael a besoin que tu lui apprennes des trucs de garçon, et j'ai besoin que tu m'apprennes les affaires. » Les affaires ? Oui. Maman dit que vous êtes très intelligent en affaires. Je veux apprendre pour que, quand je serai grande, je puisse aider les gens comme vous avez aidé ces autres familles. Une profonde émotion monta dans la poitrine d'Édouard. Sophia, à 8 ans, montrait déjà une compréhension de la justice et de la protection des vulnérables que beaucoup d'adultes ne développent jamais. Sophia, ce serait un honneur de t'apprendre les affaires. Mais d'abord, peux-tu m'apprendre le courage ?
La fillette gloussa. Vous savez déjà ce qu'est le courage, monsieur Edward. Vous l'avez montré quand vous avez affronté cette méchante dame pour protéger Michael. Mais c'est toi qui me l'as appris en premier. Sans ton courage, je n'aurais jamais découvert la vérité. Maria s'approcha, portant un plateau de sandwich et de jus. J'ai pensé que vous aimeriez un pique-nique dans le jardin. Parfait, répondit Edward, réalisant qu'il avait vraiment faim. Pendant leur séjour à l'hôtel, il n'avait mangé que par nécessité. Maintenant, pour la première fois depuis des semaines, il avait envie de savourer un repas. Pendant qu'il mangeait dans le jardin, Edward observa la dynamique naturelle entre Sophia et Michael. La fillette traitait le bébé avec une tendresse protectrice qui l'émouvait. Michael, à son tour, semblait plus détendu et heureux qu'Edward ne se souvenait de l'avoir vu depuis sa naissance. Maria, dit soudainement Edward, je veux vous faire une proposition. Oui, monsieur. Je veux que vous et Sophia emménagiez dans le manoir de façon permanente. Pas comme des employés, mais comme de la famille. Maria resta sans voix un instant. Monsieur Stanford, c'est très généreux, mais... Pas de mais, Maria. Vous avez sauvé notre famille. Sophia est comme une grande sœur pour Michael, et vous? Edward hésita, sa voix étranglée par l'émotion. Vous êtes la figure maternelle dont il a besoin. Pas une gardienne engagée, mais quelqu'un qui se soucie vraiment de lui. Et je pourrai toujours m'occuper du jardin? Demanda Sophia, pragmatique. Bien sûr. Et tu auras ta propre chambre, et tu pourras la décorer comme tu veux. Sophia sauta de joie, courant annoncer la nouvelle au poisson. Maria avait les larmes aux yeux. Monsieur Stanford, je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez rien à me remercier, Maria. C'est nous qui devrions vous remercier. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées qui se reflétaient sur l'étang. Edward tenait Michael sur ses genoux, regardant Sophia jouer avec les carpes tandis que Maria organisait les restes de leur pique-nique. C'était une scène d'harmonie familiale parfaite, mais Edward savait qu'elle avait été gagnée au prix de grandes souffrances et de luttes. Sophia avait risqué sa sécurité pour protéger un bébé qui n'était même pas de sa famille. Maria avait mis sa carrière en jeu pour soutenir sa fille et protéger un enfant innocent. Michael, murmura Edward à son fils, tu as une famille très spéciale. Pas seulement papa, mais aussi une sœur courageuse et une sage seconde mère. Nous ne laisserons plus jamais personne faire de mal à notre famille. Michael sourit et babilla quelque chose qui ressemblait presque à papa. Le cœur d'Edward se remplit d'une joie pure qu'il n'avait pas connue depuis des mois. En retournant au manoir, Edward savait qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que la simple sécurité. Ils avaient trouvé le vrai sens de la famille, défini non pas par le sang ou les contrats, mais par l'amour, la protection mutuelle et le courage de faire ce qui est juste. 6 mois après leur retour à la maison, Edward se préparait pour un moment qui l'attendait avec un mélange d'anxiété et de détermination. Le procès de Carmen Vance était enfin arrivé, et il était le témoin vedette de l'accusation. Vêtu de son plus beau costume, il se regarda dans le miroir de la chambre, voyant un homme transformé lui renvoyer son reflet. Michael, maintenant âgé d'1 an et 2 mois, jouait joyeusement dans son berceau, ses compétences motrices et cognitives se développant parfaitement. Le docteur Evans avait confirmé une fois de plus qu'il n'y avait aucune séquelle de l'empoisonnement. Le garçon était un enfant sain et heureux avec un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. « Papa sort un petit moment, Michael », dit doucement Edward en soulevant son fils dans ses bras. « Mais tante Sophia et grand-mère Maria s'occuperont de toi. » Oui, Maria était devenue grand-mère Maria pour Michael, et l'enfant avait commencé à l'appeler ainsi naturellement. Edward non seulement le permettait, mais l'encourageait. La femme sage et attentionnée avait comblé un vide dans la vie de Michael qu'il ne savait même pas exister. « Monsieur Edward, vous êtes nerveux ?» Sophia apparut à la porte, maintenant âgée de 9 ans et montrant une maturité impressionnante pour son âge. « Un peu, Sophia. Mais il est important que je dise au juge exactement ce qui s'est passé, pour qu'elle ne puisse plus faire de mal à d'autres enfants. » « Exactement. » Sophia hocha la tête sérieusement. « Alors vous devez être très courageux aujourd'hui, comme je l'ai été ce jour-là. » Edward s'agenouilla au niveau de la fillette, tenant toujours Michael. « Sophia, tu m'as appris ce qu'est le vrai courage. Aujourd'hui, je vais utiliser ce que j'ai appris de toi. » Au palais de justice, Edward retrouva Robert Shaw et le docteur Evans, qui allaient également témoigner. La salle était bondée de journalistes. L'affaire avait attiré l'attention nationale comme un cas historique dans la lutte contre le crime organisé s'attaquant aux familles vulnérables. « Edward, êtes-vous prêt ?» demanda Robert.
Plus que jamais. J'ai reçu un appel hier qui m'a donné une force supplémentaire. Quel appel? D'un père à San Antonio. Sa fille de 6 mois était empoisonnée avec la même substance. Grâce à la couverture médiatique de notre cas, il a reconnu les symptômes et a dénoncé la gardienne avant qu'il ne soit trop tard. Robert sourit. Une autre vie sauvée par votre courage de parler. Quand Edouard entra dans la salle d'audience, ses yeux rencontrèrent immédiatement ceux de Carmen. Elle était mince, les cheveux coupés courts, son expression un mélange de résignation et de quelque chose qui aurait pu être du remords. Elle n'était plus la femme séduisante et manipulatrice qui avait envahi sa maison. L'État appelle Edward Stanford à la barre, annonça le procureur. Edward se dirigea vers le box des témoins d'un pas assuré. Pendant l'heure qui suivit, il raconta chaque détail, la découverte de Sophia, ses soupçons croissants, la confirmation médicale de l'empoisonnement et la terrible révélation que Carmen faisait partie d'une organisation criminelle ciblant les enfants. Monsieur Stanford, demanda l'avocat de la défense lors du contre-interrogatoire, ne pensez-vous pas qu'il est possible que vous ayez mal interprété les actions de ma cliente? Après tout, elle s'est occupée de votre fils avec dévouement pendant des mois. Edouard regarda directement Carmen avant de répondre. Maître, des soins dévoués signifient protéger un enfant du mal, pas créer le mal. Carmen a systématiquement empoisonné mon fils pendant des mois, causant des souffrances inutiles à un bébé innocent. Ce n'est pas des soins. C'est de la cruauté calculée. Mais elle a avoué qu'elle croyait aider. Elle a avoué qu'elle suivait les ordres d'une organisation criminelle qui ciblait ma fortune, interrompit fermement Edouard. Et plus important encore, elle a admis qu'elle avait fait cela à d'autres familles avant la mienne. Combien d'enfants ont souffert avant Michael? Combien sont morts? L'avocat de la défense n'eut pas de réponse. Le docteur Evans présenta des preuves médicales irréfutables de l'empoisonnement. Robert Shaw détailla l'étendue de l'organisation criminelle et comment Carmen en était un acteur clé. D'autres parents, victimes de schémas similaires, témoignèrent par vidéoconférence depuis différents États. Quand ce fut au tour de Carmen de parler, elle se leva lentement et regarda directement Edouard. « Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra défaire ce que j'ai fait, commença-t-elle, la voix tremblante. Edouard, j'ai vraiment fini par m'attacher à Michael et à vous, d'une certaine manière. Edouard sentit la colère monter en lui, mais se força à rester calme. Mais j'étais piégé dans quelque chose de plus grand que moi, continua Carmen. L'organisation, ils avaient des moyens de nous contrôler. J'ai essayé de sortir une fois, après le deuxième cas, mais ils ont menacé ma propre famille. Vous avez une famille? Demanda le juge. Une sœur plus jeune. Ils ont dit qu'ils lui feraient ce qu'ils ont fait aux autres enfants si je ne coopérais pas. Edouard ressentit une pointe de quelque chose d'inattendu. De la compassion. Cela n'excusait pas Carmen, mais il commença à comprendre qu'elle était aussi, d'une certaine manière, une victime de l'organisation. Carmen, s'adressa le juge, comprenez-vous la gravité de vos crimes? Oui, votre honneur. J'ai empoisonné des enfants innocents. J'ai causé des souffrances à des familles entières. J'ai participé à des meurtres. Des larmes coulaient sur son visage. Je mérite toute punition que vous jugerez appropriée. Et qu'avez-vous à dire aux familles que vous avez victimisées? Carmen regarda autour de la salle, ses yeux s'arrêtant sur chaque parent présent. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que vous sachiez que je passerai le reste de ma vie à essayer d'expier le mal que j'ai causé. J'ai déjà fourni tous les noms, toutes les informations que j'avais sur d'autres opérations, et spécifiquement à monsieur Edward Stanford. Carmen regarda directement Edward. Edward, Michael est un garçon magnifique et spécial. Vous êtes un père merveilleux maintenant, bien meilleur que vous ne l'étiez quand nous nous sommes rencontrés. J'espère que Michael grandira en sachant à quel point vous vous êtes battu pour le protéger. Edward ressentit des émotions contradictoires. Une partie de lui ressentait encore de la colère et du dégoût, mais une autre partie, celle qui avait appris le pardon de Maria et Sophia, reconnaissait un être humain brisé essayant de trouver la rédemption. Votre honneur, se leva Edward. Puis-je dire quelque chose? Le juge hocha la tête. Carmen, ce que vous avez fait est impardonnable. Vous avez failli tuer mon fils et détruire notre famille. Mais, Edward prit une profonde inspiration, votre coopération a sauvé d'autres enfants. Cela n'efface pas vos crimes, mais cela signifie qu'un peu de bien est sorti de cette tragédie. Carmen hocha la tête, pleurant silencieusement. Le juge prononça la sentence.
15 ans de prison pour Carmen, avec possibilité de libération conditionnelle en fonction de sa coopération continue avec les autorités. En quittant le palais de justice, Edward sentit un poids se lever de ses épaules. Justice avait été rendue. D'autres familles étaient protégées et ils pouvaient enfin clore ce terrible chapitre de leur vie. Robert Shaw le rattrapa sur les marches du palais de justice. « Edward, je veux que vous sachiez que votre courage a sauvé au moins 20 enfants à travers le pays. D'autres familles peuvent dormir en sécurité grâce à vous. Grâce à Sophia, corrigea Edward. C'est elle qui a eu le courage de parler quand aucun adulte ne prêtait attention. En rentrant chez lui, Edward pensa à Michael jouant avec Sophia dans le jardin, protégé par l'amour d'une famille forgée dans l'adversité. Ils avaient vaincu le mal avec courage, vérité, à la fin, même une mesure de pardon. La bataille était terminée, et l'amour avait triomphé de la cruauté. 1 an et demi après ce jour terrible où Sophia avait couru chercher de l'aide, Edward se tenait dans le même jardin où tout avait commencé. Mais il regardait maintenant une scène complètement différente. Michael, à 2 ans, courait joyeusement parmi les fleurs, poursuivant une Sophia gloussante, leur rire résonnant à travers le domaine comme une musique pure. « Ne marche pas sur les roses, Michael !» cria Sophia entre deux rires, guidant habilement le bambin le long des sentiers du jardin qu'elle connaissait par cœur. Edward sourit, observant la dynamique parfaite entre eux. Sophia était devenue bien plus qu'une sœur pour Michael. Elle était sa protectrice, son professeur et sa meilleure amie. Le garçon la suivait partout, absorbant chaque mot de la fillette qui était devenue son héroïne personnelle. Monsieur Stanford s'approcha Maria avec un plateau de limonade glacée. La réunion avec le conseil d'administration de la fondation est à 15 heures. Vous vous souvenez? Bien sûr, Maria. Merci d'avoir tout arrangé. La fondation Michael et Sophia pour la protection de l'enfance était devenue le projet le plus important de la vie d'Edward. Utilisant une partie de sa fortune, il avait créé une organisation dédiée à l'identification et à la protection des enfants à risque, en particulier ceux menacés par des schémas criminels ciblant les familles vulnérables. « Papa, regarde !» Michael arriva en courant sur ses jambes encore chancelantes, tenant une fleur qu'il avait cueillie. « Pour toi !» Edward accepta la fleur jaune froissée avec plus d'émotion qu'il n'en ressentirait en concluant la plus grosse affaire de sa vie. « Merci, champion. Elle est magnifique. Sophia m'a appris, annonça fièrement Michael en montrant la fillette qui approchait. Sophia t'apprend beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Michael hocha vigoureusement la tête puis retourna jouer. Edward regarda son fils avec un mélange de fierté et de gratitude qui le surprenait encore par son intensité. Michael était devenu un enfant dynamique, curieux et affectueux, sans aucun signe du traumatisme qu'il aurait pu porter. Monsieur Edward, s'approcha Sophia, maintenant âgée de 10 ans et affichant une intelligence et une maturité qui impressionnaient tous ceux qui la rencontraient. Puis-je poser une question? Toujours, Sophia. Pensez-vous parfois à Christina, ou Carmen, son vrai nom? Edward fut surpris par la question. Sophia démontrait toujours une perception émotionnelle au-delà de son âge. Mais cette question le fit réfléchir profondément. Parfois, oui. Pourquoi? Parce que je pense que peut-être elle n'était pas entièrement mauvaise. Peut-être qu'elle était juste perdue et ne savait pas comment demander de l'aide. La sagesse de la fillette continuait de l'étonner. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que toutes les personnes méchantes ne pleurent pas pour de vrai quand elles se font prendre. Et elle a pleuré pour de vrai au tribunal. Je l'ai vue à la télé. Edward s'assit sur l'herbe, faisant signe à Sophia de faire de même. Tu as raison, Sophia. Je pense que Carmen était piégée dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler seule. Comme nous étions piégés, sans savoir ce qui arrivait à Michael. D'une certaine manière, oui. Mais cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Je sais, faire du mal aux enfants n'est jamais excusable, dit Sophia avec une fermeté qui démentait son âge. Mais peut-être que nous pouvons aider les gens comme elle avant qu'ils ne fassent de mauvaises choses. Edward sourit, une fois de plus impressionné par la capacité de Sophia à trouver de l'espoir et le potentiel de bien même dans les situations les plus sombres. En fait, Sophia, c'est exactement ce que notre fondation va faire. Non seulement protéger les enfants, mais aussi aider les adultes qui sont dans des situations désespérées avant qu'ils ne blessent quelqu'un. Les yeux de Sophia s'illuminèrent d'intérêt. Pourrais-je aider quand je serai grande? Sophia, tu aides déjà. Chaque enfant que notre fondation sauvera sera sauvé parce que tu as eu le courage de dire la vérité ce jour-là.
Maria les rejoignit sur l'herbe, chose qui aurait été impensable dans l'ancienne dynamique employeur-employé, mais qui était maintenant naturelle dans leur famille non conventionnelle. Les enfants arrivent pour la fête de lancement de la fondation, annonça Maria. Édouard avait organisé une garden party pour célébrer le lancement officiel de la fondation, et il avait invité toutes les familles qui avaient été sauvées grâce au démantèlement du réseau criminel. C'était un rassemblement de survivants, mais surtout une célébration de la vie et de la protection de l'enfance. Bientôt, le jardin fut rempli des voix joyeuses d'enfants jouant, de parents bavardant et de rires résonnant à travers les arbres. Édouard regarda la scène avec une profonde satisfaction qui transcendait tout succès commercial qu'il avait jamais connu. Monsieur Stanford s'approcha un homme, portant une fillette d'environ 3 ans. « Je suis Carlos de San Antonio. Voici ma fille, Anna. » Édouard se souvint immédiatement. « Bien sûr, vous avez appelé après avoir vu notre cas aux nouvelles. » « Exactement. Anna était empoisonnée par sa nounou. Grâce à votre exemple, je l'ai signalé à temps. » L'homme avait les larmes aux yeux. « Comment puis-je vous remercier d'avoir sauvé ma fille ? » « Vous n'avez pas à me remercier. Remerciez Sophia, là-bas. » Édouard montra la fillette qui organisait un jeu avec tous les enfants présents. C'est elle qui a eu le courage de sauver Michael en premier. Carlos alla vers Sophia et s'agenouilla à son niveau. « Sophia, merci beaucoup d'avoir sauvé ma fille. » Sophia était légèrement embarrassée par l'attention mais répondit avec son honnêteté caractéristique. « J'ai juste fait ce qui était juste. N'importe qui ferait la même chose. » « Tout le monde n'a pas ton courage, » répondit Carlos. Alors que la fête se poursuivait, Édouard prit du recul pour embrasser toute la scène. Michael jouait joyeusement avec d'autres enfants qui avaient également survécu à des tentatives d'empoisonnement. Sophia menait naturellement le groupe, protégeant les plus jeunes et incluant tout le monde dans les jeux. Maria circulait parmi les parents, offrant de la nourriture et du réconfort avec sa présence chaleureuse. Le docteur Evans s'approcha d'Édouard. « Vous savez, Édouard, en 40 ans de pédiatrie, je n'ai jamais vu une transformation comme la vôtre. » « Comment ça ? Vous êtes passé d'un père sous-traitant à quelqu'un qui dédie sa vie à la protection de l'enfance. C'est inspirant. J'ai juste appris ce qui compte vraiment dans la vie. » « Et qu'est-ce que c'est ? » Édouard regarda Michael, qui à ce moment-là trébucha et fut immédiatement rattrapé par Sophia, qui l'aida à se relever et embrassa sa blessure imaginaire. Que le véritable amour est la protection, et que parfois, alors que le soleil commençait à se coucher, les invités partirent, mais le jardin resta plein de vie avec Michael, Sophia et Maria. Édouard les regarda préparer un nouveau parterre de fleurs, une tradition qu'ils avaient développée pour commémorer chaque étape importante. « Ce parterre est pour célébrer notre fondation, » expliqua Sophia à Michael, qui aidait en tapotant de la terre dans un pot avec ses petites mains. « Michael aide », annonça fièrement le garçon. « Oui, Michael aidera toujours à protéger les autres enfants, » répondit affectueusement Sophia. Édouard les rejoignit, s'agenouillant dans la terre sans penser à son costume cher. Ensemble, ils plantèrent des roses blanches symbolisant les nouveaux départs et l'espoir. « Papa », Michael leva les yeux vers Édouard avec ses grands yeux confiants. « Toi content ?» Édouard prit son fils dans ses bras, le serrant fort. « Très content, Michael. Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Alors qu'ils retournaient au manoir au crépuscule, Édouard réfléchit au voyage extraordinaire qu'ils avaient parcouru. D'une maison pleine de mensonges et de dangers, ils avaient construit un foyer basé sur la vérité, la protection mutuelle et l'amour inconditionnel. Le manoir qui représentait autrefois le statut et l'isolement était maintenant un symbole de famille, de communauté et de but. Le jardin où Michael avait failli être empoisonné était devenu un lieu de guérison et de joie. Et l'homme qui faisait autrefois aveuglément confiance à des étrangers avait appris à écouter les voix qui comptaient vraiment. Michael dormit paisiblement cette nuit-là, protégé par l'amour d'une famille qui connaissait la valeur des soins attentifs. Sophia s'endormit avec ses livres sur la défense des enfants étalés sur son lit, rêvant déjà à tous les enfants qu'elle aiderait à protéger à l'avenir. Maria se reposa avec la satisfaction de quelqu'un qui avait vu son courage et sa sagesse transformer des vies. Et Édouard, pour la première fois depuis des années, dormit profondément, sachant qu'il avait trouvé son véritable but dans la vie, protéger les innocents et s'assurer que la voix courageuse d'une fillette de 8 ans continuerait de résonner, sauvant d'autres enfants. Le domaine était enfin en paix. Transformé d'une scène de manipulation en un foyer d'amour véritable. Où la protection ne venait pas de la richesse ou du statut, mais du courage de faire ce qui est juste, même lorsque le danger vient de ceux en qui nous avons le plus confiance.